Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme vous le voyez, Donald Trump est actuellement en meeting. Il n'a pas encore commencé son meeting. Il se trouve à The Village en Floride où il rencontre la communauté du troisième âge et il va se mettre à parler d'une minute à l'autre. Bien évidemment, nous allons écouter ce que Donald Trump va dire puisqu'il a déjà dit pas mal de choses aujourd'hui depuis quand il était à la Maison Blanche, justement avant de se rendre à ce meeting sur l'Iran et pas que sur l'Iran. Pour commenter ses propos ce soir et analyser toute cette soirée, nous avons sur ce plateau Sophia Amara. Bonsoir Sophia, vous êtes grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Merci d'être avec nous ce soir. Renaud Girard, bonsoir Renaud. Bonsoir Anne. Vous êtes éditorialiste au Figaro. Merci à vous d'être là. Amiral Alain Coldefy, bonsoir Amiral. Vous êtes ancien inspecteur général des armées. Bertrand Villemer, bonsoir. Bertrand Villemer, vous êtes ancien chef d'état-major interarmée des forces françaises, ancien pilote de chasse. Merci d'être avec nous ce soir. Stéphane Goldin, bonsoir. Vous êtes analyste sécuritaire. Vous avez commandé une unité d'élite de Tsahal. Et enfin, Vincent Crouzet. Bonsoir Vincent, bonsoir. Vous êtes expert en renseignement et écrivain. Donc tout à l'heure, Donald Trump, avant de se rendre là où il est actuellement, où il va commencer à parler, était sur la pelouse de la Maison Blanche où beaucoup de journalistes l'ont pressé de questions. Et il a d'abord évidemment parlé de l'Iran, à propos de laquelle il a dit qu'il était prêt, je cite Donald Trump, à tout faire exploser. C'est-à-dire que cette possibilité était sur la table. Ce scénario était sur la table, mais il a dit ça également après avoir dit que Téhéran avait aujourd'hui même, hier soir d'ailleurs, envoyé une proposition de négociation de paix aux Américains que les Américains avaient refusée. Voilà, les Américains ont refusé cette nouvelle proposition de paix iranienne, en tout cas proposition de paix, proposition plutôt de cessez-le-feu, de trêve, de négociation. Et également, il a parlé bien sûr du nucléaire. Donald Trump a parlé du nucléaire. Sophia Amara, il a parlé du détroit d'Ormuz et surtout, il a dit que tout pouvait être encore possible. On écoute d'ailleurs ce que dit Donald Trump. Que les villages. J'ai entendu les retraités qui ont dit souvenez-vous, vous avez voté à 97% pour moi, mais souvenez-vous des fraudes. Vous vous souvenez de Sleepy Joe et de Kamala Harris. Et ils ont dit on vous aime plus que Trump et vous avez répondu par les urnes non. C'était vraiment des tricheurs. Mais vous savez, c'est la plus grande communauté de retraités où que ce soit dans le monde. Et très franchement, c'est la plus grande foule que vous ayez jamais réunie. Lorsque je suis venu la première fois, il y avait une toute petite pièce et nous sommes sortis et nous avons eu une bonne rencontre. Et ils ont une salle supplémentaire en plus de celle-ci maintenant. Que se passe-t-il ? Et à l'extérieur, il y a des milliers et des milliers de personnes et nous les aimons tous. Et donc nous sommes ici pour célébrer une politique qui se fait au bénéfice de tous les retraités américains, la politique de ne pas taxer la sécurité sociale et c'est maintenant acté. Vous savez, j'ai demandé à ce qu'il y ait un sondage à un des événements, pas d'impôt sur la sécue sociale, pas d'impôt sur les heures supplémentaires et pas d'impôt sur les pourboires. Donc on va faire un petit sondage à main levée et donc vous allez crier pour celui que vous appréciez le plus. Donc pas d'impôt sur les pourboires. Pas d'impôt sur les heures supplémentaires. Pas d'impôt sur la sécurité sociale. Je comprends. Je comprends. La sécurité sociale, il pensait qu'on dormirait, mais non pas de taxe sur la sécurité sociale pour les seniors. Donc notre grande et belle loi, ça a été la plus grosse baisse d'impôts de l'histoire des États-Unis, ce qui a permis à plus de 51 millions de retraités américains de payer un impôt fédéral de 0% actuellement. Zéro donc.
Et il ne s'agit pas que de paroles. C'est quelque chose que je vais faire pour vous. Regardez, au premier rang, là. Ils sont toujours présents, je ne peux pas m'en débarrasser. C'est un groupe de fanatiques. Mais on les aime beaucoup. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils ont de l'argent quelque part parce qu'ils font beaucoup de voyages pour être au premier rang. Mais nous avons travaillé pour les seniors et nous avons une déduction d'impôt record cette année. Une déduction d'impôt record de plusieurs milliers de dollars. Et je l'ai vu même dans les médias menteurs, vous les voyez, ils sont au fond de la salle. Et il y a beaucoup de médias menteurs présents ce soir. Ils sont très nombreux ce soir, les médias menteurs. Vous avez vu ? Ils ont fait faire une étude sur Trump le soir. Et il y a 93% de couverture médiatique négative contre moi dans les nouvelles du soir. Et pourtant, j'ai remporté l'élection et haut la main. Pensez-y, 93% de commentaires négatifs. Et Kamala, sur CBS 60 minutes, elle a fait une mauvaise déclaration et ils ont dû me payer beaucoup d'argent, 38 millions de dollars. Sa déclaration était si mauvaise la veille de l'élection qu'ils ont pris une autre réponse qu'elle a donnée qui était moins grave. Ce n'était pas une bonne réponse, mais elle était moins pire. Et ils ont édité les réponses. Et la BBC m'a mis en IA, montrant que je dis je hais, et ils avaient changé mes lèvres. Mais pensez-y. 93% de couverture négative, et si c'est une histoire positive, ils la tournent de manière négative. Il peut y avoir une équipe de baseball qui gagne 21-2 et les journalistes disent qu'ils auraient dû gagner avec un plus grand écart. Donc on gagne 25-0 et ils disent qu'on devrait faire mieux. Il n'y a jamais eu un meilleur premier mandat d'un président, et même les fous de l'extrême gauche disent qu'on a fait plus que les démocrates. Mais juste pour finir, j'aime beaucoup la structure car elle nous fait toujours revenir ici. J'appelle ça le treillis. Et ça permet de tresser beaucoup d'histoires en une petite histoire. Et lorsqu'on a 93% de couverture négative et qu'on gagne malgré tout haut la main, ça veut dire que les médias ont perdu toute crédibilité. C'est ça que cela veut dire. Mais grâce aux baisses d'impôts massives que les retraités ont reçues, c'est le plus grand remboursement d'impôts pour les retraités de tous les temps. Et ici, dans l'État de Floride, nous avons vu plus de 2,5 millions de retraités américains auxquels nous avons donné maintenant plus de 13 milliards de dollars. Alors je ne suis pas un senior, je suis beaucoup plus jeune que vous. Je suis un homme bien plus jeune que vous. Regardez. Est-ce que vous n'aimeriez pas avoir mon âge, être jeune, plein de vie ? Plein de vitalité. Non, je suis bien plus jeune que les personnes dans cette pièce, mais je me sens proche de vous malgré tout. Et maintenant, les médias menteurs diront, il prétend qu'il est jeune, qu'il est plus jeune que les personnes dans la salle. Mais ces mesures vous permettront d'avoir plus d'argent pour rendre visite à vos petits-enfants. Vous pourrez partir en vacances où vous le souhaitez. Vous pourrez sortir plus souvent pour dîner avec votre famille. Vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec cet argent. Et j'ai entendu récemment des personnes qui étaient interviewées. Oui, asseyez-vous au premier rang, allez-y. Trouvez-leur tous une place. Vous savez, quand les réguliers des premiers rangs continuent de se lever après plus de 300 meetings, c'est que ça se passe bien. Mais ça a été une période incroyable pour notre pays. Notre pays est revenu sur le devant de la scène. Nous avons un grand pays de nouveau. Nous sommes respectés de nouveau en tant que pays. C'est votre âge d'or, mais c'est aussi l'âge d'or de l'Amérique.
Nous vivons une époque et vous allez vivre longtemps. Vous avez vécu une longue vie, mais vous allez maintenant vivre l'âge d'or des États-Unis. Joe Biden, le malhonnête, les fous de l'extrême gauche ont failli détruire notre pays. Si nous n'avions pas remporté cette élection, je pense que c'en était fait de notre pays. Notre pays n'aurait pas survécu aux frontières ouvertes, à la mutilation génitale transgenre, aux hommes dans le sport féminin. C'est pas une question de 20-80, c'est une question de 99 contre 1. Ainsi que la mutilation génitale des enfants. Il disait que c'était des problèmes de 70 à 30. Non, pour tous ces problèmes, c'était des problèmes extrêmes. Ils ont mis en place les pires politiques, mais les démocrates sont toujours coude à coude et les républicains doivent être coude à coude aussi. Et nous avons de bonnes politiques, nous avons des politiques de bon sens. Sous Joe Biden, l'escroc, les seniors des États-Unis ont dû faire face à la pire inflation de l'histoire des États-Unis qui dévastait leur budget. Quand je parle de l'histoire de notre pays, on me critique toujours, il me corrige toujours en disant « c'était il y a 48 ans, ça fait seulement 48 ans, ce n'est pas toute notre histoire ». Et je pense que 48 ans, c'est plus spécifique et c'est mieux. Ils disent que c'est la pire inflation depuis 48 ans. Moi, je dis la pire inflation de l'histoire de notre pays. Mais vous avez vu la pire inflation qu'on ait jamais vue. Les coûts de la santé ont explosé. Biden et les démocrates d'extrême gauche au Congrès ont permis à 25 millions d'immigrés illégaux de se déverser dans notre pays. C'était une véritable invasion, une invasion de notre pays. Dites-leur d'augmenter le volume de ce microphone. Augmentez le volume. Vous savez, je déteste, on les paye beaucoup, ces gens. Et ensuite, on arrive sur scène et le microphone n'est pas réglé correctement. Et ensuite, ils veulent qu'on les paye. Et moi, je ne pense pas qu'il faut payer les gens qui font mal leur travail. Je paye en avance. Et je suis là à m'égosiller parce que le micro fonctionne mal. Augmentez donc le volume du micro. Mais tout cela a changé le jour où j'ai prêté serment, le 20 janvier 2025, sous l'administration Trump. Nous nous battons pour les seniors américains comme aucun président ne l'a jamais fait auparavant. Comme je l'ai promis, nous sommes en train de protéger la sécurité sociale, l'assurance maladie. Nous avons un homme ici qui en sait plus sur l'assurance maladie américaine et tous ces systèmes que toute autre personne sur Terre. Où est le docteur Ross? Levez-vous. He's great. C'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est le voyage le plus ennuyeux que j'ai jamais fait. Il me parlait de l'assurance maladie et il me dit « je veux simplement prendre soin de vous ». Et moi je lui ai dit « je m'en fiche, écoutez, débrouillez-vous avec les détails, donnez-lui le maximum, donnez-lui tout ce que vous pouvez ». Mais vous avez été excellent et Bobby a été excellent aussi, il est un peu différent, n'êtes-vous pas d'accord? Nous avons besoin de quelqu'un d'un peu différent et maintenant on a Bobby Kennedy et ils ont travaillé ensemble. Ils ont fait du très bon travail. J'ai aussi amené quelqu'un d'autre qui est au centre du casting pour secrétaire à la trésorerie. Beaucoup de personnes ne le connaissaient pas. C'est quelqu'un qui a eu énormément de succès. Les gens le connaissent maintenant. Les gens le reconnaissent dans la rue, lui demandent son autographe. Levez-vous s'il vous plaît. Scott Basinger. Il voulait être ici. Je lui ai donné le choix. Je lui ai dit, je peux vous voir plus tard. Et ils m'ont dit, non, on veut venir avec vous au village. On a beaucoup de personnes célèbres ici. Mais avec les républicains du Congrès, nous avons éliminé, retiré plus de 300 000 immigrés illégaux. Nous les avons désinscrits de la sécurité sociale. Et nous avons retiré plus de 100 000 migrants de l'assurance maladie. Plus de 100 000.
et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Ce que nous faisons véritablement, c'est que nous sommes en train de sauver la sécurité sociale. Il y avait tant de fraude et les démocrates s'en fichaient complètement. Ils sont obsédés par Trump. Ils ont cette folie. Et au fil du temps, j'ai appris que si je veux quelque chose, je demande le contraire. Par exemple, si je veux le mur à la frontière, je dirais en aucun cas, je ne construirai le mur. Vous avez entendu, comme nous, ce discours de Donald Trump qui est effectivement très axé sur la politique intérieure des États-Unis. Votre âge d'or est aussi l'âge d'or des États-Unis, à commencer par dire et à souligner Donald Trump, puisqu'il est devant un parterre de personnes du troisième âge en Floride. Un sondage d'ailleurs, un sondage du Washington Post par rapport à la guerre de Donald Trump contre l'Iran montre bien et explique pourquoi Donald Trump a commencé par la politique intérieure, par la sécurité sociale et non pas par la guerre en Iran, même si bien sûr il va sans doute y venir, puisque selon ce sondage, 61% des Américains estiment que le recours à la force militaire contre l'Iran est une erreur. Sophia Mara. Et moins de 2 Américains sur 10 pensent que les actions américaines en Iran ont été couronnées de succès. Donc effectivement, quand Donald Trump est en meeting, il n'en parle pas. Pour le moment, en tout cas, il met l'accent sur autre chose. Oui, tout à fait, Anne. Et un précédent sondage a même évoqué le chiffre de 65% d'insatisfaits, expliquant que, ils ont considéré ou ils considèrent que, Donald Trump a rompu. Il y a eu rupture de contrat par rapport à sa base, par rapport à ses électeurs. Première rupture de contrat, c'est-à-dire, ça concerne son entrée en guerre contre l'Iran, puisque son engagement au début, durant la campagne qui a précédé son deuxième mandat, de ne pas s'engager dans une guerre au Moyen-Orient ou à l'étranger en tout cas. Et la deuxième promesse, ou le deuxième contrat rompu par Donald Trump, c'était de s'occuper en priorité du pouvoir d'achat des Américains. Mais Donald Trump, un tout petit peu plus tôt aujourd'hui, alors qu'il était justement sur la pelouse de la Maison-Blanche en train de s'envoler vers ce meeting au lieu en Floride où il est en train de prononcer ce discours en ce moment même, a évoqué très longuement l'Iran et il a dit et insisté sur le fait que l'option, je le cite, de tout faire exploser en Iran reste sur la table. Amiral Koldefi, il a également, c'est-à-dire c'est peut-être comme ça qu'il illustre le fait que l'âge d'or des États-Unis est de retour, que ça serait en ayant une victoire en Iran, une victoire militaire. Oui, mais une victoire militaire, elle nécessite un objectif. Et l'objectif, il n'est pas fixé. Donc il n'y aura pas de victoire. Pour vous, il n'est toujours pas fixé l'objectif. Je ne sais pas si quelqu'un autour de la table est capable de donner les objectifs de Trump. Moi, personnellement, on en a donné un hier soir. Oui, mais moi personnellement, je vais vous donner la parole, René Girard. Je plains pas, mais mes camarades du Pentagone que je connais bien. Ah oui, oui, vous les plaignez quand même, si je pas sur le pas actuel, je connais les anciens, mais c'est la même chose. Qui étaient vos homologues Oui, qui étaient mes homologues quand j'étais le vice-chief. Je les plains un peu de discuter avec un président comme ça. C'est pas simple de traduire en objectif militaire une pensée politique qui est, on va le dire, un peu confuse. Voilà. Mais s'il l'a traduit confusément, comme vous le dites, les chefs militaires, eux, ont quand même tout de même des objectifs. Ah bien sûr. Ils préparent un panel d'options possibles qu'ils vont présenter. C'est ça. Et donc, parmi ces options, il y a celle qu'il a répétée aujourd'hui et qu'il a annoncé hier soir. Hier soir, c'était de ce qu'il a dit, ce qu'il a appelé de récupérer ce qu'il appelle les poussières nucléaires. On comprend que ce sont les 440 kilos d'uranium enrichi à 60% que les Iraniens avaient d'ailleurs présenté à l'AIEA, parce que les Iraniens sont signataires du traité de non-prolifération nucléaire, donc ils montrent d'habitude leurs actions à l'AIEA. Et c'est vrai, l'amiral a raison que, au bout de 2 mois, ça a beaucoup varié. Au début, c'était tout. C'était on va changer le régime, on va ramener l'Iran dans le giron occidental, etc. On va faire ça avec mon ami Netanyahou. Oui. On imaginait presque, après la décapitation du régime, que Trump et Netanyahou, d'après ce qu'il nous disait, allaient pouvoir défiler dans les rues de Téhéran avec toutes les familles qui leur jetteraient des fleurs. On a vu que c'était pas le cas, que le régime était plus résilient. On n'a pas vu les 50 000 gardiens de la révolution que le fils du Shah prétendait avoir à sa main se soulever. On n'a rien vu de tout ça. On a vu l'Iran être capable de continuer à lancer des missiles. Et donc, effectivement, il en a un peu rabattu. Oui. Et maintenant, on a un but clair,
qui n'est pas facile à accomplir parce que il y a deux hypothèses. Ou bien ces kilos d'uranium sont très soigneusement cachés. Il faut faire une opération boots on the ground, c'est vraiment terrestre. Envoyer des hommes sur place. Des hommes sur place, à terre. Ou bien ils sont même pire, enfouis sous terre, parce qu'il y a eu des bombardements israéliens et américains extrêmement sévères sur les installations nucléaires. Donc ils sont cachés sous des tonnes de détritus. Ça va pas être facile d'envoyer des Marines pelleter tout ça. Alors Donald Trump, Stéphane Goldin a également émis des doutes tout à l'heure. Il l'a répété bien clairement à propos des dirigeants iraniens en disant, je cite, que leurs dirigeants étaient tous désorganisés. Qu'est-ce qu'il fait dire ça ? Écoutez, on voit qu'il y a déjà plusieurs discours au niveau de la direction de l'État iranien, on a vu énormément de contradictions entre, je dirais, le ministre des Affaires étrangères et le président, je dirais, de l'Iran ces dernières heures. Et on voit il commence à déceler pratiquement deux tendances. Une tendance un peu plus souple, voulant aller vers une négociation, et une tendance beaucoup plus radicale, refusant toute négociation. Oui, mais là, toute la question est de savoir aujourd'hui qui dirige l'Iran. Or, concrètement, on sait que ce sont les gardiens de la révolution qui tiennent l'Iran, qui tiennent d'ailleurs Khamenei, par ce qui lui reste, je dirais, et excusez-moi du terme. Restez évasif. Et donc, on voit très bien que ces gardiens de la révolution, pour le moment, ne veulent rien savoir. Et donc, on est aujourd'hui... ne veulent rien savoir. On a appris tout à l'heure que Stéphane Goldin, que les gardiens de la révolution, puisque vous parlez d'eux, ont envoyé à Washington une nouvelle proposition de négociation, qui a été rejetée par Donald Trump. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Donald Trump a dit qu'il n'était pas content. Qui a été rejeté. Il faut comprendre une chose. Vous savez, les Iraniens, d'abord, c'est un peuple très intelligent. Les Iraniens, c'est un peuple qui sait énormément et très bien négocier. L'Iran a souvent perdu la guerre, mais a souvent gagné dans les négociations. Il faut le savoir. Il faut toujours s'en rappeler. Et concrètement, on est face à ces gardiens de la révolution qui jouent aussi la montre, qui essayent à tout prix de gagner du temps dans cette affaire. Ils savent très bien, pour parler du côté israélien, que Israël est prêt. En tout cas, leurs pilotes sont prêts à remonter dans leur cockpit à n'importe quel moment pour repartir sur le terrain iranien. On sait très bien, et les Iraniens savent très bien, que 4 avions de chasse à la minute peuvent décoller du territoire israélien pour survoler le territoire iranien. Connaissant la défense aérienne iranienne, elles n'ont pas de problème pour arriver sur zone. Donc les Iraniens essayent pour le moment de gagner du temps dans cette affaire, et essentiellement les gardiens de la révolution par rapport à Araghchi, qui est le ministre des Affaires étrangères, qui lui souhaiterait arriver à une négociation justement pour jouer l'après. Oui, Bertrand Villemer. Donc, Donald Trump a soufflé le chaud et le froid comme d'habitude, mais ce qu'il a dit tout à l'heure en insistant, c'est que justement, il venait d'avoir une conversation avec eux, avec les Iraniens, et qu'il n'était pas du tout content parce que finalement, il reste d'un côté comme de l'autre, chacun arc-bouté sur leur position. Est-ce que c'est comme ça qu'on négocie ? Je pense que Trump ne veut pas la guerre. Je pense que Trump veut la victoire. Oui. Je pense que Trump veut le narratif. Mais peut-il avoir la victoire sans faire la guerre ? Il veut le narratif de la victoire. Et le blocus, c'est un bon moyen. C'est pas la guerre. Le blocus du détroit d'Ormuz. Voilà. Et il veut surtout le narratif de la victoire pour sortir par le haut d'une situation actuelle qui est bien moins bonne que celle qu'il a trouvée et qui datait de 2015, me semble-t-il. Donc il lui faut un événement, il faut peut-être même qu'il le fabrique, il faut peut-être qu'il fabrique une histoire, je crois qu'il est assez doué pour cela, de façon à ce qu'il puisse montrer, lui et Torby, que les États-Unis ont gagné et ils ont écrasé tout le monde et tout va bien. Je crois que c'est son souci, à mon sens, c'est son souci principal. Maintenant, concernant les négociations, ce qu'on voit, je pense, c'est l'écume des choses. Parce qu'il y a des strates de négociations différentes, avec des intermédiaires différents, et il y a des choses qui arrivent tout à coup au résultat,
alors même que ça a pris des chemins qui sont insoupçonnés. Alors retournons aux faits, et les faits, nous venons de l'apprendre, ce sont ces images, vous allez le voir, qui nous parviennent de cette aide militaire américaine qui parvient en Israël, puisqu'hier, 2 navires cargo transportant 6500 tonnes de matériel militaire en provenance des États-Unis, dont des milliers de munitions et de véhicules blindés légers, sont arrivés aux 2 ports israéliens de Haïfa et de Ashdod. Ces équipements vont être acheminés vers différentes bases militaires à travers le pays. Il s'agit donc, Vincent Crouzet, d'une aide militaire constante, de masse, malgré les débats politiques à Washington. L'intégration logistique entre les États-Unis et Israël reste entière. Ah oui, mais ça va être la bouée de sauvetage de Donald Trump. C'est qui sont les Israéliens? Parce que dans cette période de latence où effectivement il y a une non-décision du côté de Washington, les seuls qui sont déterminés, on a parlé d'objectifs de guerre qui n'existaient pas ou qui étaient inconstants à Washington, les seuls à avoir un objectif de guerre constant, ce sont les Israéliens. Et comme le disait Stéphane tout à l'heure, qui sont prêts effectivement à décoller dans les minutes qui viennent pour frapper très précisément des cibles de haute valeur ajoutée, et l'aide américaine donc qui parvient à Israël, eh bien c'est évidemment ce que souhaitent les Américains, c'est-à-dire se défausser sur les Israéliens à un moment donné, notamment quand on parle de la récupération de l'uranium enrichi. Les seuls à avoir la capacité vraiment d'attaquer Ispahan et de mener une guerre dans les bunkers ou dans les souterrains, c'est ce que savent faire les Sayeret Matkal israéliens, puisqu'ils l'ont fait à Gaza pendant des mois, alors que les Américains n'ont pas du tout ce savoir-faire. 6 personnes, dont un enfant, ont été tuées aujourd'hui dans 2 frappes israéliennes sur un village du sud Liban, que l'armée israélienne avait appelé à évacuer malgré un cessez-le-feu. Et le ministre de la Défense, Israël Katz, a averti que la ligne jaune, cette nouvelle ligne, serait justement sous contrôle et resterait sous contrôle israélien. On l'écoute. Nous allons intervenir et détruire toutes les infrastructures terroristes situées dans la zone de sécurité jusqu'à la ligne jaune, en surface comme en sous-sol, exactement comme nous l'avons fait à Gaza, afin d'éliminer les menaces qui pèsent sur les habitants de la Galilée. Et nous anéantirons les capacités du Hezbollah dans tout le Liban. Nous avons promis la sécurité aux habitants du Nord, et c'est ce que nous ferons. Thomas Misraki, bonsoir, vous êtes en direct avec nous de Beyrouth au Liban. Thomas, ce cessez-le-feu est constamment violé de part et d'autre, mais notamment de la part du Hezbollah. Mais on peut se poser la question sur si la présence militaire israélienne dont vient de parler le ministre de la Défense israélien permettrait peut-être au Hezbollah de regagner une espèce de légitimité en tant que résistance à une occupation dans cette partie-là du Sud-Liban et aux yeux de ceux qui l'habitent, bien sûr. Oui, ce cessez-le-feu, vous savez, Anne, il n'existe pas de fait parce que les bombardements se poursuivent. Vous avez parlé de 6 morts, il y en aura probablement beaucoup plus aujourd'hui. Ce sont au moins une dizaine de localités qui ont été bombardées par les Israéliens et malgré les avertissements et les ordres d'évacuation, eh bien chaque jour il y a des morts et des blessés. Alors le Hezbollah ici, évidemment, il est bravache, il continue de dénoncer d'abord ces attaques israéliennes, mais aussi la ligne du gouvernement. Il parle de soumission totale du camp présidentiel aux Américains et aux diktats des États-Unis. Voilà ce que dit le Hezbollah, qui refuse toujours de négocier avec Israël, évidemment, et qui refuse aussi d'accepter le résultat de toute négociation. Bravache, ce Hezbollah, qui dit ce soir qu'ils ont réussi à acheminer des hommes et de l'armement dans le sud du pays pour combattre les Israéliens. Et certains responsables du parti chiite lâchent cette petite bombe en disant que pour cet acheminement, ils ne sont pas passés par les routes contrôlées par l'armée libanaise, mais ils ont pris d'autres itinéraires qui, eux, n'étaient pas barrés, ce qui laisserait entendre que l'armée libanaise a passé
progressivement laisser faire cette réorganisation et ce réarmement du Hezbollah. Pour répondre très directement à votre question, une grande majorité des Libanais en ont assez de cette guerre, évidemment, une guerre qui ne porte pas son nom, mais il y a évidemment dans le sud du pays tous ceux qui sont proches du Hezbollah et qui veulent en finir avec ce qu'ils considèrent comme une attaque, une nouvelle agression israélienne. Et pour eux, eh bien, le Hezbollah est déjà le parti de la résistance. Ils n'ont pas besoin d'être convaincus. Merci Thomas Misraki, merci. Vous étiez en direct de Beyrouth avec Vincent Wartner. Stéphane Goldin, cette zone de sécurité dont parle le ministre de la Défense israélien, qui est donc annoncée par Israël comme étant une zone de 10 km de profondeur, vide de toute présence humaine, c'est important, avec la destruction de villages entiers. Est-ce que ça sera efficace? Est-ce que c'est une nouvelle occupation du Sud-Liban? Ces constantes comparaisons avec Gaza, est-ce qu'elles sont à l'avantage d'Israël? Écoutez, je ne sais pas si ça suffira. Dire clairement les choses, et je pense concrètement... C'est-à-dire, il faudrait que ça soit encore pire? Non, je m'explique. Je pense qu'Israël, pour le moment, a besoin de maintenir cette bande de sécurité au nord de sa frontière par rapport à sa population qui se situe justement au sud de cette frontière nord. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai que cette frontière actuellement, cette zone, a été vidée de sa population, même si l'on voit de plus en plus de forces des chiites du Hezbollah se revenir dans cette zone, et Israël a détruit il y a encore 2 jours, il me semble, un tunnel qui était à quelques kilomètres de sa frontière, qui était un très long tunnel avec énormément d'armes à l'intérieur, énormément de matériel qui était prêt à attaquer Israël, et donc Israël ne voudrait pas se faire réitérer dans le fond qu'il y ait un nouveau 7 octobre sur son territoire. Troisième chose, on sait très bien, et je l'avais dit d'ailleurs dans votre émission, Anne, qu'il y a énormément d'armes qui sont passées du Hezbollah, qui sont passées au nord du Litanie, et même, je dirais, au nord de Beyrouth. Oui. Et Israël aussi est face à un nouveau problème. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, il s'avère que le Hezbollah a déployé des nouveaux drones qu'on appelle les FPV. Ce sont des drones, je dirais, qui sont guidés, je dirais, par la fibre optique. C'est ça. Donc concrètement, ils sont insensibles à toute forme de brouillage. Et actuellement, il n'y a que le dôme de fer qui a pu en capter. Voilà, on 27. Les voit actuellement à l'image, ce dont vous êtes en train de parler. Il n'y a que les dômes de fer qui a pu en capter 27. Il faut savoir que ces nouveaux drones sont arrivés en masse sur le territoire libanais par les frontières. Et donc Tsahal n'était pas prête. Et les forces libanaises ont d'ailleurs intercepté plusieurs camions avec ces drones. Et c'est vrai qu'il y a une question qui se pose aujourd'hui en Israël. Comment se fait-il que les renseignements israéliens n'aient pas prévu ce type de... Oui, donc il y a une espèce de critique qui se pose. Alors c'est vrai qu'actuellement, il y a énormément... En Israël, si vous me permettez de terminer ma phrase, une critique donc en Israël qui montre par rapport à ces drones le fait que, bien sûr, il y a une espèce de surprise de la part de Tsahal. Il y a une interrogation, comment ça se fait que le renseignement n'ait pas été au courant que ce drone puisse... Alors actuellement, vous pouvez répondre à cette question ? Travaillent justement sur une réponse à ces drones, mais simplement pour dire les choses, Israël, ça a été dit par son chef d'état-major, je pense ce soir, Israël va devoir attaquer beaucoup plus profondément en territoire libanais pour justement toucher, je dirais, les zones d'acheminement de ces drones et aussi ces opérateurs. D'accord. Donald Trump, tout à l'heure, nous le disions au début d'émission, sur la pelouse de la Maison Blanche, a répondu à beaucoup de questions de journalistes, et notamment, il y avait une question, bien sûr, sur ce qui est en train de se passer à Hormuz et qui est effectivement une des clés des négociations ou de la reprise de la guerre en cours. Voici ce qu'a dit Donald Trump sur le détroit d'Hormuz. Le blocus, ça a été incroyable, puissant, inviolable, ça a été incroyable. Si nous partions tout de suite, nous aurions remporté une grande victoire, mais ce n'est pas ce que nous faisons. Nous négocions avec eux. Leurs équipes sont très désorganisées, mais nous négocions avec eux. Oui, Amiral Kol-Defi, voilà, on a les paroles catégoriques de Donald Trump qu'il dit qu'on aurait pu partir tout de suite. Il a également ajouté, mais on a décidé de rester. Et puisqu'on est resté, eh bien évidemment, c'est nous qui gagnons, c'est nous qui avons l'impact le plus fort. Hein. Je traduis les propos de Donald Trump.
Il n'y a pas de guerre en mer d'Oman là. Je veux dire, les bateaux américains sont placés de façon à faire le blocus dans la partie sud du détroit d'Ormuz. Ils le font sans doute très très bien parce que c'est pas très compliqué. Il n'y a pas énorme, bien qu'on voit beaucoup. Amiral, ils le font très bien, mais il y a quand même des bateaux qui passent. Les bateaux qui passent, ils vont pas arrêter tous les bateaux. Voilà, ils n'arrêtent pas tous les bateaux. On arrête tous les bateaux. Hein. Oui, d'ailleurs, pardon, mais il y a un bateau, il y a un yacht d'un oligarque russe qui est passé, qui est passé sans problème, qui a fait l'aller-retour et qui a bien montré qu'effectivement tous les bateaux ne sont pas arrêtés, mais il y a une logique dans ces bateaux qui sont arrêtés. Un yacht ne transporte pas de pétrole, je veux dire. Enfin bref, il est peut-être pas parti d'un port iranien. Hein. Non, sans aucun doute. De Dubaï ou un truc comme ça. Mais vous êtes amiral. Oui. Alors, je vais vous poser cette question tout à l'heure. Nous écoutons Donald Trump qui revient sur l'Iran. Parce que si vous écoutez ces sondages mensongers, il n'y a que 20 ou 25% d'approbation pour ce conflit. Mais je parle de toutes ces choses et vous vous levez quand je parle de cela. On ne peut pas laisser l'Iran avoir d'armes nucléaires. Mais j'ai fait quelque chose peut-être d'imprudent, de courageux. Et je pensais que les chiffres seraient bien pires. Je pensais que la bourse allait s'effondrer beaucoup plus. Je pensais que le pétrole allait monter beaucoup plus. Mais j'ai dit, nous n'avons pas le choix. Que cela soit le cas ou non, nous devons faire ce qu'il faut faire. On ne peut pas leur permettre d'avoir d'armes nucléaires. Donc j'ai appelé Scott Bassett et toute mon équipe, et surtout mon équipe financière, et je leur ai dit, nous avons battu tous les records en termes de capitalisation boursière. On a dit que le Dow Jones n'atteindrait jamais 50 000. Durant mon mandat, ils ont dit que le S&P n'atteindrait jamais 7 000 points durant mon mandat. Peut-être à la fin de la 4e année de mon mandat. Et nous avons atteint 50 000 sur le Dow avant la fin de ma première année. Et nous avons atteint 7 000 sur le S&P avant la fin de ma première année. La bourse est rugissante. Vos plans épargne retraite sont dans une santé, dans une forme olympique. Ils battent les records. Les gens viennent me voir et ils me disent, vous avez fait de moi un héros pour ma femme. De nombreux policiers, une personne qu'on a vue. On a le meilleur marché financier de l'histoire de notre pays. Nous sommes en train de battre tous les records. Il n'y a jamais eu un pays qui a eu autant de succès. Mais maintenant, j'ai dit, écoutez, tout se passe très bien, tout se passe si bien. On a battu tous les records. On a le marché boursier le plus élevé de l'histoire des États-Unis. Et il y a plus d'emplois dans notre pays aujourd'hui qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire de notre pays, et de loin. Mais nous devons réfléchir à long terme, et donc j'ai dit à Scott et Howard et toute l'équipe, Jamieson Greer, je les ai appelés, je leur ai dit, écoutez, félicitations, nous avons la bourse qui bat tous les records, tout se passe bien, le prix du pétrole était très bas, il était à 60, 70 $ le baril et encore moins. Il y a quelques mois, vous étiez à 2 $, c'était très peu, c'était 1,85 $ le gallon dans l'Iowa, et je leur ai dit, tout se passe bien, malheureusement, on va devoir faire une petite excursion dans un très beau pays qui s'appelle l'Iran, et nous assurer qu'ils n'obtiennent pas l'arme nucléaire. Nous les avons arrêtés avec les bombardiers B-2. Si nous n'avions pas fait cela, ils auraient une arme nucléaire. Israël aurait été détruit, le Moyen-Orient aurait été détruit, probablement l'Europe aussi. Et ce que j'aurais dit, c'est, écoutez, on doit faire ce petit détour. Donc on a construit ce très bel édifice, et je leur ai dit, maintenant il va falloir casser quelques œufs et intervenir. Et j'ai été très surpris, je pensais, Dr Hans on en a parlé, je pensais que le pétrole serait beaucoup plus élevé. Écoutez, le pétrole n'est certainement pas bas, mais il va retomber en flèche dès que cette guerre va se finir. Et ils ont été décimés, ils n'ont plus de force navale, plus de force aérienne, ils n'ont plus d'équipement antiaérien, ils n'ont plus de radar, ils n'ont plus de dirigeants. Leurs dirigeants ont tous disparu. C'est très triste, des gens
des gens de qualité, mais nous avons dû le faire. Mais je suis surpris. Je pensais que la bourse allait s'effondrer de 25%. Je pensais que le pétrole allait monter bien plus haut que ce qu'il n'est monté actuellement. Et écoutez, nous sommes en train de gagner si fort. Encore une fois, ils n'ont plus d'armée de l'air, ils n'ont plus de marine. Ils avaient 159 navires, ce n'est pas une mauvaise marine. Dans la première semaine, 159 navires sur 159 ont été coulés. Ils sont à présent au fond de l'océan. Ils n'ont plus de marine. Et nous discutons, je leur ai parlé aujourd'hui, c'est un peu difficile de comprendre qui sont leurs dirigeants. Leurs dirigeants sont partis, la première couche de dirigeantes est partie, la deuxième couche aussi, Khomeini est parti. Et c'était des gens maléfiques, ils ont tué 200 000 manifestants. 42 000 plutôt manifestants dans une période de 2 semaines. Mais il fallait que ça se fasse et nous avons gagné. Si c'était un combat, vous connaissez l'expression, c'est vrai, mais nous n'allons pas laisser les choses dans la situation actuelle, nous n'allons pas partir trop tôt, nous allons régler cela correctement. En 4 ans, après 4 années de Joe Biden, l'escroc. Est-ce que c'est Sleepy Joe, le meilleur surnom? Joe l'endormi? Ah, Joe l'escroc. Donc c'est trois sondages qu'on a fait ce soir. Si j'allais voir un institut de sondage, ils me feraient payer ces questions pour $1 million. Et ensuite ils écrivent ce qu'ils veulent. Ils disent qu'ils ont fait le tour du pays, ils n'ont rien fait du tout. Ils sont restés assis à regarder la télévision, donnant à Trump un petit avantage, ça le rend heureux. Après 4 années de Joe Biden, l'escroc, le plan épargne retraite américain 401K a fait une petite montée. Vous savez pourquoi il est monté? Il est monté grâce à moi, grâce à mes 4 années précédant le mandat de Joe Biden. Sans cela, ça se serait effondré. Ils ont hérité de l'élan que nous avons créé durant mon premier mandat. Donc, Donald Trump, comme nous l'avions prévu tout à l'heure, a fait des digressions, bien sûr, sur l'Iran, même si on se rend bien compte que ce qui intéresse beaucoup Donald Trump, ce sont les marchés financiers, puisque l'Iran permet à Donald Trump de parler, d'évoquer ces marchés financiers, puisque je cite, il dit qu'il pensait que nous pensions, dit Donald Trump, que le pétrole allait augmenter, que les bourses allaient s'effondrer. Sous-entendu, c'est pas aussi pire, ça aurait pu être pire. Il n'y a que les marchés qui comptent pour Donald Trump, les indices des marchés, la bourse est rugissante, a-t-il dit aujourd'hui. Il a dit la bourse est rugissante et d'ailleurs devant ce parterre de personnes du 3e âge, il leur a dit que c'était positif pour eux. Vincent Crouzet. Alors, ce qui est intéressant, c'est le contexte. The Villages, c'est quoi en Floride? C'est la plus grande communauté mondiale de retraités concentrée. C'est pour ça qu'il y est. 90 000 personnes qui votent à 90% pour Donald Trump. Donc là, il est pleinement dans sa zone de confort. D'ailleurs, il s'est organisé un week-end zone de confort, The Villages. Demain ou après-demain, il va au Cadillac Classic, qui a un grand tournoi de golf sur le PGA Tour, sur son parcours, sur le Doral. Il n'est pas en terrain hostile, on est d'accord. D'ailleurs, on a érigé une statue en or, quasiment la même que celle de Kim Jong-un en Corée, qui lui ressemble vraiment. Il faut voir cette statue. Donc, après un week-end d'inconfort à Washington, au gala de la presse mensongère, où il y a eu un attentat, une tentative d'attentat contre lui, il retrouve sa zone de confort avec son électorat qui effectivement a des plans d'épargne, a énormément d'actions et pour lesquels le Dow Jones est important. Oui, amiral, je note également que Donald Trump a évoqué la marine iranienne pour dire que 159 navires iraniens avaient été coulés. Le chiffre est très précis, qu'en pensez-vous ? Ouais, on donne un chiffre précis quand on ne connaît pas l'exactitude. Non, je plaisante. Ah bon? D'accord. Parce que pour une fois, si vous voulez que Donald Trump donne un chiffre. Mais que pensez-vous de ces 159 navires? Certainement 159 embarcations.
Barcasse, pourquoi? Barcasse. Oui, d'accord. Vous voulez dire qu'il compte dans ces embarcations des quelques petites barcasses? Voilà. Et la marine iranienne n'est pas une marine de haute mer. Elle a quelques frégates, mais elle avait surtout des bateaux, des patrouilleurs et des bateaux côtiers, si je peux dire. Donc 159. Donc vous dites qu'en gros, c'est pas. On appelle ça de la poussière navale. C'est pas péjoratif. C'est pas la poussière nucléaire, vous, c'est la poussière navale. Non, c'est pas du tout péjoratif. La poussière navale, ce sont les petites embarcations. Les petits bateaux. Voilà. Alors donc ça, qu'il en ait détruit. Donc, amiral, ça n'est pas un haut fait d'armes. Pas du tout. Que l'armée américaine ait effectivement détruit ces 159 navires, c'est cela. En revanche, Donald Trump, évidemment, continue de parler et on l'écoute. Tout le pétrole va se déverser, les prix vont s'effondrer. Le prix du pétrole va s'effondrer comme jamais auparavant et tout va baisser, l'électricité, le pétrole, tout ce qui est connecté à l'énergie, les prix des biens de consommation sont en baisse. Les œufs ont baissé, le prix des œufs a baissé d'un facteur de 10, souvenez-vous, ma première conférence de presse en tant que président, 2 jours après, j'ai dit, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez des questions? Qu'en est-il des œufs? Je leur ai demandé, de quoi parlez-vous? Les œufs, le prix des œufs a été multiplié par 4. Et je leur ai dit, ça ne fait qu'1 jour et demi que je suis président. Et nous avions un problème avec les œufs. Les prix ont explosé et je les ai fait baisser. Et maintenant, ils sont plus bas que ce qu'ils étaient au point le plus bas il y a 4 ans. Réfléchissez-y. Je les ai fait baisser. Est-ce que quelqu'un parle de ça? Est-ce que les journalistes écrivent sur ça? Non, ils n'écrivent rien. C'est pour ça que je fais les discours. Comme ça, je peux en parler. Parfois, il faut faire soi-même. Plus tôt cette année, j'ai demandé à Fannie et Freddie, vous savez ce que c'est. Où est Bill? Il est quelque part. Il a créé une valorisation d'1 milliard de dollars. Boudin, c'est les meilleurs militaires. Donald Trump mélange évidemment les considérations de politique intérieure et en même temps ce qui se passe sur la scène internationale. Il a également insisté sur le fait que les États-Unis, je le cite, ne partiraient pas trop tôt de l'Iran. Nous n'allons pas partir trop tôt, nous allons faire les choses comme il faut. C'est Bertrand Villemer. Qu'est-ce que cela veut dire dans la bouche de Donald Trump? En fait, ça veut dire qu'il n'a quand même pas l'intention de partir. Ça veut dire qu'il laisse toutes les options ouvertes et qu'il dit le tout et son contraire dans la même journée. Donc je pense qu'il ne faut pas trop écouter... Enfin, il faut entendre ce que dit Donald Trump, il ne faut pas trop l'écouter. Oui, mais enfin, sur les faits, vous avez quand même toute une armada sur place. On va d'ailleurs y venir dans le détail. Quand vous déplacez toute cette armada... Elle est loin. Et surtout, oui, elle est loin, et surtout, elle ne s'approche pas. D'accord, mais il coûte cher de la déplacer. Ça coûte très cher, mais ça c'est sûr, puisque... On a parlé hier entre 50 milliards et 1000 milliards. Voilà, c'est les chiffres qui sont donnés, c'est suffisamment large pour être précis. Non, je crois qu'il laisse toutes les options ouvertes, de façon à un moment ou à un autre, en termes de communication, pouvoir se prévaloir d'une victoire qui correspondrait à sa sortie de crise. Je ne vois pas d'autre solution. Donald Trump a évoqué également le nucléaire, Renaud Girard, en disant des propos quand même assez forts. Si on n'avait pas bombardé, donc ça c'est le début de la guerre, les 40 premiers jours, avant le cessez-le-feu, Israël aurait sans doute été détruite, dit-il, l'Europe aussi d'ailleurs, a-t-il, je crois que j'ai bien entendu ce qu'il a dit, car ils auraient eu l'arme nucléaire. Oui, alors c'est un peu en contradiction après ce qu'il avait dit après la guerre des 12 jours. En disant, il avait employé l'expression que le programme nucléaire iranien était éradiqué. Alors visiblement, il en a fallu une autre guerre. Il a dit une chose intéressante, selon moi, pas deux, mais une, au début du discours, tout début du discours, c'est qu'il a dit que ses interlocuteurs iraniens, avec qui une délégation dirigée par le vice-président avait négocié à Islamabad au début du cessez-le-feu, que les Iraniens étaient divisés. C'est totalement exact. Oui, c'est vrai. Pour un instant, vous disiez c'est totalement faux. Voilà. Parce que non, ça c'est exact. C'est tout à fait exact. Oui. Il a eu raison de le souligner parce que ça explique aussi le retard dans ces négociations, parce qu'il y a 2 clans, effectivement. Il y a le clan d'Arakchi et le clan du président du Parlement, celui qui dirigeait la négociation, la délégation à Islamabad, qui s'appelle Kalibaf, qui sont pour des pragmatiques, qui sont pour faire des concessions, considèrent que l'Amérique est bien supérieure militairement à l'Iran et qu'ils ont intérêt
arrêter la guerre, et puis des jusqu'au-boutistes, notamment représentés par Vahdi, le patron des gardiens de la Révolution, qui veut aller jusqu'au bout. Et le problème de l'Iran, c'est qu'aujourd'hui, autrefois, il y avait quelqu'un qui tranchait. Oui, le guide Khamenei, le guide suprême. D'ailleurs, il refusait les deals généraux, ce que propose Donald Trump. Oui, vous pensez que ça serait réglé s'il y avait encore le guide suprême ? Alors, en tout cas, il y aurait le père. Encore, il y aurait une décision. Et finalement, ces guides suprêmes qui avaient une vraie autorité, vous vous souvenez que quand même, à un moment, le prédécesseur, c'est-à-dire l'imam Khomeini, le père de la révolution iranienne, eh bien, dans la guerre Irak-Iran, c'est une guerre d'agression de l'Irak contre l'Iran, qui a commencé en 80, et en 88, le guide a vraiment pris une décision. Il a dit, il faut que je boive la pilule amère, le nectar. Et il a décidé d'arrêter la guerre entre l'Irak et l'Iran. Et donc là, mais aujourd'hui, Mojtaba, d'abord il est caché, c'est-à-dire le fils. Il est caché, il ne se montre pas parce qu'il ne veut pas apparaître fragilisé. Et puis c'est très difficile qu'il arbitre parce qu'on n'arrive pas, on peut pas le joindre, il va pas envoyer des SMS ou des WhatsApp, il n'utilise pas son téléphone, il n'utilise pas la radio. Je voudrais donner la parole un instant à Vincent Crouzet qui a ri en coulisses par rapport. Que disiez-vous ? Je ne jamais à ce que dit Renaud. Non, quand même, Mojtaba, il a pris Khamenei, il a pris un gros coup dans l'aile. Apparemment, on ne sait même pas s'il est capable de lever l'index, pour tout dire. Alors on le maintient soi-disant en vie entre guillemets avec des communiqués lus à la télévision iranienne, d'ailleurs avec une voix de femme. Personne pas tout le temps. Il y a personne n'est capable des présentateurs masculins également. Une preuve non pas de vie mais d'activité du guide suprême. Mais c'est le moment d'y aller. La chaîne de commandement est dégradée. Les hautes autorités iraniennes sont divisées. C'est vraiment le moment d'y aller. C'est le moment de mettre la pression militaire sur Téhéran. Quand vous avez un pouvoir comme ça qui est divisé, qui se disperse, où à la fois les gardiens de la révolution eux-mêmes sont divisés parce qu'ils sont soumis à de très fortes pressions, notamment financières, sur leur propre pognon, c'est le moment pour les Israéliens et les Américains d'intervenir. Alors vous avez raison, vous me donnez la liaison, c'est le moment d'y aller, dites-vous, suggérez-vous, Vincent Crouzet. Les faits sont là, les options militaires américaines sont encore sur la table. Vous voyez à l'image les B-52 qui font gronder leur moteur à Fairford en Grande-Bretagne, puisque tout se passe à Fairford en Grande-Bretagne pour ce qui est de la grande base militaire américaine britannique. Nous avons eu des B-52, nous avons eu également un B-1 qui a décollé de la même base donc la base de Fairford pour une mission d'entraînement. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a un grand nombre d'avions qui sont sur place et qui restent sur place et qui ne cessent de s'entraîner ? Alors vous voulez répondre, pardon. Amiral, puis Bertrand Wilmer. Oui, bien sûr. On déploie les moyens. Il y a les moyens de l'aviation basée à terre, puis c'est essentiellement aérien, avec des bombardiers qui ont un très long rayon d'action. Il y a les avions qui sont basés à terre dans les pays du Golfe sont un peu coincés parce que les pays du Golfe n'ont pas envie de faire partie des belligérants et ils ont à peu près 150 à 160 avions de combat sur les porte-avions. Donc on rassemble tous les moyens, les gros porteurs, les gros bombardiers lourds qui vont avoir des bombes pour faire court, très puissantes, et puis les chasseurs bombardiers F-18, F-35, des porte-avions. Oui, alors justement, Bertrand Wilmer, vous avez été ancien pilote de chasse. Qu'est-ce que ces préparatifs, ils sont l'illustration de quoi actuellement ? Parce qu'ils durent depuis un certain temps, mais ils ne cessent pas. Donc c'est comme ça que ça doit se passer. Il y a 3 options qui ont été présentées au président. Au président Trump, donc. Il y a la nuit dernière. La première, c'est de faire des ciblages. Alors pardon, je rappelle simplement ce qui s'est passé la nuit dernière, c'est qu'effectivement, il a eu une réunion avec son chef d'état-major dans la Situation Room où ils ont présenté ces nouvelles options et nous rappelons aux téléspectatrices et aux spectateurs d'LCI que c'est exactement le même genre de réunion qui avait eu lieu 2 jours avant l'attaque simultanée américano-israélienne fin février. La deuxième option, donc la première option, c'est on fait des ciblages très particuliers. Un plan de ciblage, c'est un plan politique. Donc voilà, donc il fallait définir un plan de ciblage, première option, pour faire accélérer les négociations. La deuxième option, c'était d'aller récupérer les poussières. Les poussières d'uranium. Et la troisième option, c'est d'utiliser une force terrestre pour réouvrir le détroit d'Ormuz.
Ces 3 options-là. À la suite de ça, il y a eu des vols de reconnaissance qui ont été effectués. Et ces vols de reconnaissance, normalement, sont là pour faire en sorte que, quand on pose des Hercules, on puisse les faire redécoller. Si vous me permettez le raccourci. Oui. Bon. Non, mais vous faites bien, vous avez raison de faire des raccourcis pour que nous puissions bien comprendre. Une reconnaissance beaucoup plus précise, je puis dire. Bon. Et donc, là actuellement, la situation est la suivante. Il y a un certain nombre d'options qui sont présentées. Et les forces doivent pouvoir réaliser les options. C'est pas seulement des papiers qui se promènent. Donc, pour pouvoir réaliser ces options, sur la décision du chef des armées, du président, il faut être prêt. Donc les forces sont prêtes, Vincent Crouzet, c'est-à-dire que on sait qu'il y a l'USS Ford qui va rentrer parce qu'il a beaucoup travaillé, notamment il est actif depuis le Venezuela, mais l'USS Tripoli en revanche intensifie ses préparatifs avec cet hélicoptère. Il y a un hélicoptère des marines américains que vous voyez à l'écran qui vient d'y atterrir. C'est un hélicoptère lourd de levage CH-53E. Oui, non, mais c'est normal qu'il y ait des opérations aéronavales sur. Ça, c'est l'amiral qui en parlera beaucoup mieux que moi. Ce que disait Bertrand Villemer était très important sur le redécollage des appareils, parce que la dernière fois que des Hercule C-130 ont eu besoin de redécoller, ils n'ont pas pu redécoller de la piste de la ferme. Vous savez, au moment de la récupération du pilote, puisqu'ils se sont ensablés. Je me souvenais plus de ce détail. Oui, effectivement. Ils se sont ensablés en bord de piste. Oui, c'est ça. Ils avaient dû les détruire. Tout à fait. Il y a beaucoup de systèmes intéressants dedans. Ça, c'est important. Et sur les reconnaissances aériennes, si on pouvait voir, si la régie pouvait nous montrer notamment le site d'Ispahan, c'est très important parce que ça permet effectivement d'identifier des pistes qui ne sont pas des pistes, mais par exemple des secteurs autoroutiers ou bien des highways iraniennes qui sont assez importantes. Pour un Hercule C-130, il faut une bande à peu près de 20 mètres de large pour se poser et décoller. Donc là, voilà, on voit effectivement que le centre d'Ispahan n'est pas au milieu du désert, mais en fait est à quelques kilomètres au sud de la ville, avec un réseau routier important pouvant justement permettre des posées d'assaut d'Hercule C-130. Il faut savoir que l'Hercule s'est posé sur porte-avions. Oui, d'accord. C'est posé sur le Forestal. Il y a eu 23 appontages, pas à la masse maximum. Mais, donc, s'il peut se poser sur un porte-avions, il doit pouvoir se poser dans les environs d'Ispahan, je pense. Et ce porte-hélicoptère a une particularité, c'est qu'il porte des avions, mais qu'il les catapulte pas. C'est pour ça que ça s'appelle un porte-hélicoptère. D'accord. Merci pour ces détails importants. Et Bertrand Villemer, il y a également un avion espion américain, RC-135, qui est en train de se diriger vers le théâtre d'opération. Serait-il en posture de pré-attaque ou de pré-escalade ? Alors, dans un assaut aérien, il y a des couches. Des étapes ? Voilà, il y a un avion tout en haut qui organise ce qui se passe en bas, avec un gros radar, ça s'appelle un AWACS. Il y a des avions autour qui servent de station-service. Il y a des chasseurs qui protègent tout ça, donc qui ont besoin de pétrole. Puis plus vous descendez, plus vous avez des appareils qui, à la fin, font des appuis au sol, comme le A-10 par exemple, où il y a des hélicoptères qu'on peut ravitailler, etc. Donc cette strate, elle demande de 50 à 150 appareils. C'est vraiment une grosse opération à mener, de façon à pouvoir assurer la sécurité si éjection, entre autres. Le coût de la guerre est très élevé. Ça commence à poser des questions aux États-Unis. Vous nous avez rejoint, Romuald Surat. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS notamment. Essayez de nous expliquer ce qui s'est passé justement hier. Il y a eu des échanges assez houleux entre Pete Hegseth, le ministre de la Défense, le ministre de la Guerre américain, et des sénateurs républicains et démocrates d'ailleurs, parce que donc c'est une commission annuelle, mais c'était le moment où le ministre de la Défense devait parler de chiffres, de combien coûte cette guerre. Alors, les chiffres, la fourchette varie énormément, on dirait, puisque officiellement, il a été dit que le coût depuis le début de la guerre était de 25 milliards de dollars, mais en fait, c'est plutôt 50, voire beaucoup plus, puisque je crois qu'une économiste de renom de Harvard a prédit elle-même le chiffre de 1000 milliards de dollars. Oui, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas, c'est bien plus que les 25 milliards annoncés par le secrétaire à la guerre. Effectivement, hier, vous parlez de républicains. Donc il minimise.
Bah oui, évidemment. N'oublions pas que beaucoup parlaient de républicains. La plupart des sénateurs républicains ont été opposés à cette guerre, comme d'ailleurs l'entourage de Trump, comme son vice-président, comme la secrétaire générale de la Maison-Blanche, et comme d'ailleurs les généraux du Pentagone en général. Oui, ceux qui n'ont pas été décapités. Donc bref, nous avons eu hier un secrétaire d'État qui essayait de vendre cette guerre qui n'est quand même pas gagnée au Congrès, que Trump va joyeusement contourner d'ici quelques jours, mais aussi à la population américaine. Donc oui, nous avons eu des débats houleux. Je pense qu'il y en aura encore d'autres d'ici quelques jours, surtout que l'administration va sans aucun doute frapper. Maintenant, comment va-t-elle frapper ? Soit une frappe très très forte, soit une pirouette. C'est-à-dire, on peut quand même s'attendre à des frappes plus ou moins symboliques et à un Trump qui nous clamera victoire jusqu'après en essayant de passer à autre chose. En tout cas, les querelles au Congrès ne sont pas terminées. Illustration de cette querelle au Congrès hier avec un sénateur démocrate face à Pete Texas. Combien ont coûté aux contribuables les frappes sur l'école où des enfants ont été tués en termes des missiles que nous avons utilisés ? Comme je l'ai dit, cette situation malheureuse fait toujours l'objet d'une enquête. Je n'associerai aucun coût à cela. Non, monsieur. L'argent de nos contribuables y était destiné. Savez-vous combien cela coûtera aux Américains, la hausse du prix de l'essence et de la nourriture l'an prochain à cause de la guerre en Iran ? Je voudrais simplement vous demander quel est le coût d'une bombe nucléaire iranienne. Amiral Koldefi, échange complexe là. Il n'était pas à l'aise, Pete Texas, hein ? Non, pas du tout. Je voudrais simplement, pour nos téléspectateurs, rappeler les chiffres. Là, on parle de 25 milliards, 40 milliards, etc. Je voudrais simplement dire, ça c'est l'ancien major général des armées qui parle, que quand nous étions en opération en Afghanistan, au Mali, etc., le surcoût des opérations extérieures annuelles était de l'ordre de 1 milliard d'euros. Et là, on est à 25 milliards en 4 semaines. Voilà. Minimum. Reconnu. Oui. Reconnu. Ça montre l'effort considérable et la dépense considérable. 1 milliard en un an, 25 milliards en 4 semaines. Voilà. Et en manquant de papier toilette sur le Ford. Il y a un point qui est Bertrand Villemer, c'est que en opération, sur ces chiffres, le Suncom, donc le commandement central américain, qui a opération dans la main, le problème financier, c'est pas son problème. Oui, enfin, faut pas son problème. Il voit après, quoi, finalement. Non, c'est pas son problème du tout. C'est-à-dire qu'on lui donne une mission, et il son problème, c'est de l'accomplir. Et puis après, il faut que l'intendant suive. Si ça coûte 50 milliards ou 200 milliards, c'est pas du tout son problème. Je pense qu'on me contredira pas. Donc ça rentre pas dans son équation, ça. D'accord. Justement, rejoignons Washington, où nous attend Mathieu Derrien. Mathieu Derrien, vous êtes en ligne avec nous en direct. Merci. Sur ce problème du coût de la guerre, est-ce que ça provoque des remous ? Ce qui s'est passé hier, cet échange qui a duré un certain temps, qui était public bien évidemment, entre Pete Texas et ceux qui lui posaient des questions sur ce coût de la guerre. Oui, ce chiffre de 25 milliards de dollars qui a été avancé par le Pentagone au cours de cette audition, il a surpris beaucoup de monde et en premier lieu un sénateur indépendant qui s'appelle Angus King. Alors Angus King, il connaît bien le sujet puisqu'il siège à la commission sénatoriale qui s'occupe des armées et lui, il estime que ce chiffre est très sous-évalué. Il estime le vrai coût de la guerre davantage autour de 50 milliards de dollars. Alors comment expliquer ces estimations qui passent du simple au double? Eh bien, Angus King considère que le chiffre du Pentagone ne prend pas en compte tous les dégâts qui ont pu être occasionnés au matériel et aux bases américaines au cours de ces bombardements. Vous savez, à titre d'exemple, que de nombreux drones Reaper ont été perdus. Chacun de ces drones coûte 30 millions de dollars. Il y a aussi le coût des munitions. Des dizaines, voire des centaines de missiles offensifs, défensifs ont été tirés. Chacun d'entre eux coûte plusieurs millions de dollars. Et en plus, ces missiles, il va falloir bien les reconstituer, les reconstruire. Et ça va coûter de l'argent, bien plus que 25 milliards ou même 50 milliards. D'ailleurs, l'administration Trump s'apprête à passer le budget total de la défense à 1500 milliards de dollars pour l'année prochaine. Donc un niveau d'augmentation des dépenses qu'on n'a pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale.
Merci Mathieu Dirien, vous étiez en direct de Washington. Bien évidemment, les Iraniens, puisque tout se passe également sur les réseaux sociaux, ont réagi très vite à ce qui s'est passé à cette commission du Sénat hier. Donc là, c'est ce questionnement important, cette thématique qui prend de l'ampleur du coût de la guerre aux États-Unis. Voici ce qu'ont dit les Iraniens. Ils ont répliqué avec 2 graphes que vous voyez à cet écran, en disant très simplement déjà que Sophia Amara, que le Pentagone mentait. Ça, c'était la première phrase. Et puis, ils ont montré donc un graphe qui est la part des Américains qui estiment que leur situation a empiré depuis fin 2000, c'est le graphe de gauche, et le graphe de droite, c'est la part de la dette dans le PIB. Ce qui est intéressant, même si ces graphes ne sont pas tellement compréhensibles ici à l'écran, ce qui est intéressant, c'est que les sources des graphiques sont évidemment des chiffres officiels de la Maison Blanche. Exactement, et les Iraniens s'en emparent pour, d'une part, critiquer à nouveau évidemment le coût de cette guerre, même si de leur côté aussi, ils ont beaucoup souffert, donc ils ne le mentionnent pas. Et pour rappeler aux Américains, surtout à la population américaine, eh bien qu'elle va être la première à en souffrir en matière il y a même prix à la pompe et de pouvoir d'achat qui était l'intérêt premier des électeurs de Donald Trump. Cela dit, les sources académiques et les médias aux États-Unis mentionnent le chiffre de 50 milliards, alors que les Iraniens parlent de près de 200 milliards, donc 50 milliards, parce qu'ils considèrent que Pete Hegseth et en tout cas que l'administration américaine ne tiennent pas compte dans leurs estimations des pertes matérielles, les bases américaines qui ont été endommagées, du coût des stocks et des munitions, mais également de la situation économique, d'où la différence entre les 25 et les simple double. Bertrand Wilmer. Ce qui est important sur le courrier que je viens de voir, c'est la dernière phrase, me semble-t-il. Oui. C'est Israël d'abord, Amérique en dernier. Oui, vous avez raison. Cette phrase. Oui, il passe son temps à se justifier, justement. Oui. Et sur la forme, c'est intéressant parce que les Iraniens tweetent de manière de plus en plus... Ils veulent semer la discorde entre Israël et les États-Unis, bien évidemment. Alors, ils tweetent de manière de plus en plus frénétique, mais d'un autre côté, Internet est coupé en Iran. Oui, mais visiblement, ce genre de tweet n'est pas à destination, des Iraniens, mais à destination du reste du monde. Donc, hormis ces bisbilles, je dirais, importantes dans cette commission du Sénat, il y a eu autre chose qui s'est passé aujourd'hui, c'est que Donald Trump a écrit une lettre signée de Donald Trump est parvenue aux parlementaires américains aujourd'hui, signifiant que la guerre en Iran était terminé. Je cite le mot terminé. Assurément une tentative d'étouffer la bataille plutôt légale qui concerne la nécessité pour le Congrès justement d'approuver le conflit. Alors vous savez qu'il y a une loi en 1973 qui permet au président de déclencher instantanément une intervention militaire, mais au bout de 60 jours, il faut l'assentiment d'une autorisation du pouvoir législatif. C'est cela, Romuald Siora. Et donc c'est pour se couvrir finalement que Donald Trump a envoyé cette lettre. Oui, effectivement. En 73, jusqu'alors, le président pouvait décider de prolonger un conflit ad vitam aeternam. En 73, on a décidé, afin de contrôler de limiter, en fait. De limiter, au bout de 60 jours, il doit avoir l'approbation du Congrès. Alors, Trump essaye 2 choses. Mais est-ce que ça s'est produit depuis 1973 ? Il y a eu beaucoup de guerres engagées par les États-Unis. Ça s'est produit à chaque fois ? Non, Barack Obama, lors de l'intervention en Libye, n'avait pas respecté et ne s'était pas tourné vers le Congrès. Mais il était parti du principe, pour éventuellement lui donner raison, qu'il ne s'agissait pas d'un conflit de l'ampleur de ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui avec l'Iran. C'était plus une intervention... Mais comment on peut connaître l'ampleur du conflit avant d'avoir commencé ? Non, c'est au bout de 60 jours qu'il n'avait pas demandé l'approbation du Congrès. D'accord. Les présidents américains ne demandent pas l'approbation du Congrès avant de commencer un défi. Et la demande au bout de 60 jours. Mais là, Donald Trump ne veut pas la demander. Non. Donald Trump donc essaye de présenter les choses. Il y a soit première version selon certains de ses collaborateurs, comme il y a un cessez-le-feu depuis 3 semaines, on n'en est pas à 2 mois. Alors, mais ça voudrait quand même dire que le conflit n'en est pas à ces 2 mois puisqu'il y a eu 3 semaines d'interruption, mais que si demain les bombardements reprennent, dans 3 semaines, il faudra qu'ils se reprennent. Alors parlons un instant de cette horloge. On va revenir parce que son collaborateur, c'est Pete Hegseth, le ministre de la Guerre. Voici ce qu'il a dit hier à ce propos. En ce qui concerne l'Iran, je m'en remettrai toutefois en dernier ressort à la Maison-Blanche et à l'avocat de la Maison-Blanche. Mais nous sommes dans un cessez-le-feu actuellement, ce qui signifie de notre point de vue que l'horloge des 60 jours est suspendue. C'est ce que nous avons compris pour votre information. Bon, je ne pense pas que la loi permette cela. Je crois que le terme de 60 jours expire peut-être demain.
Et cela va poser une question juridique très importante pour le gouvernement. Nous avons de sérieuses réserves d'ordre constitutionnel et nous ne voulons pas y ajouter des préoccupations d'ordre légal. Renaud Girard, donc quand il y a un cessez-le-feu, est-ce que ça veut dire que ce compte à rebours, est-ce que l'horloge est complètement suspendue, comme dit Pete Hegseth ? Alors moi je ne le crois pas, mais il y a de la casuistique. Peut-être que la Cour suprême aura un peu plus tard à s'exprimer là-dessus. Il y a les deux interprétations, évidemment. Mais l'information importante que vous venez de nous donner, Anne, c'est qu'en fait, Donald Trump a expliqué que la guerre était finie. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les opérations de destruction, les bombardements, les raids aériens sur l'Iran, le bombardement des universités, des aciéries, des ponts, etc., des autoroutes, des infrastructures, tout ça c'est fini. Il reste évidemment le blocus. Alors le blocus, c'est un acte de guerre. Mais il enfin, dit ça dans sa lettre, Renaud Girard. Voilà. Il ne dit pas ça dans ses mots. Alors, il y a deux choses. Alors peut-être que les cris l'emportent sur les paroles. Mais c'est parce qu'il cherche à devancer cette bataille juridique. Il veut surtout ne pas demander l'assentiment du Congrès. Je pense que, comme le général, je pense qu'il veut en sortir. Il ne veut plus de guerre. Je pense qu'il est sincère, et c'est d'ailleurs pas une mauvaise idée qu'il a de proposer un grand bargain, c'est-à-dire de discuter de tout avec les Iraniens. Le problème qu'il a, et c'est vrai, c'est qu'il n'a pas de vrais intellectuels, de vrais interlocuteurs avec, pardon, pas des intellectuels, des vrais interlocuteurs. Intellectueurs, j'avais un peu peur. Des vrais interlocuteurs avec des pouvoirs plénipotentiaires, c'est-à-dire qui peuvent vraiment engager le pays. La délégation iranienne aujourd'hui n'est pas dans cet état-là, mais je pense que Trump ne veut plus. Alors, il veut le blocus pour faire céder les. Mais Romuald Sura, juste sur cette question des 60 jours et de cette tactique de Donald Trump par rapport au fait qu'il décrète à l'écrit que la guerre est terminée pour pouvoir se passer de l'obligation forcée par l'assentiment du Congrès. Écoutez, il y a deux raisons à cela. La première, c'est comme monsieur, je pense que Donald Trump n'a aucun intérêt, aucune envie à ce que la guerre reprenne. Simplement, il est prêt à beaucoup de compromis, à avaler beaucoup de couleuvres, mais s'il n'a pas une réponse de quelques interlocuteurs iraniens, malheureusement, il sera obligé de frapper. Donc c'est une façon de leur mettre la pression. Je me permets de terminer. Et donc, il lui reste deux possibilités. Soit il frappe très fort, soit c'est une pirouette, une des frappes symboliques, ce qui lui permettront de clamer plus ou moins victoire. Aujourd'hui, avec cette lettre, pour répondre clairement à votre question, il tente d'expliquer que la guerre est terminée et que donc, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est très simple. La guerre est terminée, donc j'ai plus à demander l'approbation du Congrès, et si ça reprend, c'est quasiment une autre guerre. C'est aussi basique et bête que ça. Oui, Vincent Crouzet. Anne, je ne sais pas si vous avez relevé ça cette semaine, mais il a même, au-delà des finesseries d'Hegseth, Trump a évoqué une opération spéciale. Au lieu de parler de conflit, il y a 3 jours. Alors, rappelons cela, son modèle russe, Poutine, qui s'arc-boutait sous le terme d'opération spéciale pour éviter de parler de guerre. Ah oui, bien sûr, opération militaire spéciale. Voilà. Non, il a même parlé d'opération spéciale. Concernant les 60 jours, la France en a été victime. Parce que, rappelez-vous, pour le Mali, François Hollande avait demandé à Barack Obama de s'associer à l'arrêt des djihadistes. Et il lui avait dit immédiatement après, je comprends pourquoi vous hésitez, parce que vous allez me dire non, parce que vous êtes obligé d'avoir l'accord du Congrès. Ça, c'est ce qui s'est passé sur une opération que la France a menée seule, finalement. Et donc, une petite parenthèse, la force des institutions françaises, c'est que le président, le chef des armées, peut décider tout seul. Il peut prendre des conseils, mais il décide tout seul. Côté, nous avons entendu ce qu'il en était du côté américain. Côté iranien, il y a également une grande fermeté de la part de certaines personnes qui représentent le haut commandement de l'Iran, même si c'est pas clair effectivement à propos du guide suprême. Et là, il s'agit du commandant de la marine, l'amiral Shahram Irani, qui aujourd'hui même a menacé d'une nouvelle arme. On l'écoute. Nous allons déployer de nouvelles capacités maritimes dans un avenir très proche. Nos ennemis se retrouveront face à face avec cette arme qui les effraie tant.
Oui, amiral, je ne peux m'empêcher de vous poser la question. Amiral Kol-Defi, donc là c'est de bonne guerre, effectivement. L'amiral iranien, il en reste, vous voyez. Et peut-être que les bateaux ont été coulés, mais effectivement l'amiral iranien a cru bon de prendre la parole pour menacer de cette nouvelle arme. Oui, mais de quoi s'agit-il, hein? On est quand même dans une guerre de désinformation et tout le monde parle, un peu comme Poutine et d'autres, d'armes terrifiantes qui vont arriver. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Aucune idée. Aucune idée. Ça peut être un missile beaucoup plus rapide, ça peut être... mais pour ça, il faut le guider. Non, pour moi, il n'y a pas d'arme particulière actuellement en possession de la marine iranienne. Sophia Amara. Oui, alors, on parle sur certains réseaux, mais ça n'est pas encore fact-checké, d'un bateau furtif qui serait capable qui serait encore plus rapide que les fameuses embarcations, les 500 embarcations dont l'Iran disposerait encore, comme vous dites, ce terme de poussière sur ses côtes. Et c'est ce qui a été dévoilé par certains sites proches des gardiens de la révolution. Ce qui est avéré en tout cas, c'est l'Iran, les autorités iraniennes ont dévoilé la présence d'un drone de type Shahed, mais qui là irait 2 fois plus vite, et donc il serait donc redoutable, puisque déjà le Shahed vole à 180 voire 200 km à l'heure, alors que celui-ci, nous serions en présence d'un drone qui serait capable d'atteindre les 500 km/h. À vérifier. Oui. Pour l'instant, c'est ce qui a été annoncé. Bertrand Wilmer. C'est pas très rapide. Hein. Non, mais par rapport à ça, le F-15 qui a été abattu. Le F-15 qui a été abattu, il a été abattu par un missile russe. Il s'appelle le Verba, qui est un missile qui ressemble un peu au missile Mistral en France. C'est-à-dire que c'est un missile infrarouge, on tire et on oublie, et le missile va sur le point chaud. Et avec le F-15, il y avait ce qu'il faut, parce qu'il y a eu 2 gros moteurs. Et la particularité de ce missile russe, c'est qu'il discrimine la signature infrarouge pour pouvoir passer à travers les leurres. D'accord. Ça, c'est assez nouveau. À travers les leurres? Oui, parce que l'avion lance des leurres avec des espèces de paillettes qui réfléchissent soit les signaux radars, soit ces paillettes qui brûlent, de façon à déjouer l'autodirecteur du missile. Et concernant la vulnérabilité des bateaux qui sont en haute mer, mais je parle sous le contrôle de vous, amiral, ce qu'ils craignent, c'est des missiles qui volent très bas et qui sont hyper véloces. Il y a des missiles qui sont à Mach 2, Mach 3 et au-dessus. Donc il y en a beaucoup de ces missiles. Mais les Russes savent le faire. Enfin, a priori, les Russes savent le faire. Donc il y a quand même une coopération entre la Russie et l'Iran. Qui subissent, bien sûr. Puisque on va en dire quelques mots tout à l'heure, d'ailleurs. Le plus grand nombre de drones Shahed qui a été tiré, il a été tiré en Ukraine, pour l'instant. Oui. Bon, quand même, il y a une coopération qui existe, et peut-être qu'il faisait allusion, je pense, à cette arme impitoyable qui, effectivement, pourrait être extrêmement dangereuse s'il la maîtrise. On a évoqué tout à l'heure le fait que personne n'a encore vu ni entendu, bien évidemment, le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei. Mais hier, c'est un présentateur, une voix masculine, je crois, qui a prononcé les mots écrits par le nouveau guide suprême. Et dans ces mots, il y avait le mot « défaite ». Et c'est la première fois que le guide suprême, les Iraniens, utilisent ce mot pour caractériser la situation défaite américaine, bien sûr. 2 mois après le plus grand déploiement militaire et l'agression menée par les tyrans de ce monde dans la région, et après la défaite honteuse des États-Unis, un nouveau chapitre s'ouvre pour le Golfe et le détroit d'Ormuz. Oui, Sophia Amara. Ils ont prononcé, là, ils s'avancent quand même beaucoup, là, le mot défaite honteuse. C'est évidemment le genre de discours et de paroles qui vont assurément remplir de rage Donald Trump. Oui, bien sûr, à condition qu'ils l'entendent. Après, le mot en lui-même, effectivement, je pense que c'est la première fois qu'il le prononçait. Oui. Mais il y a eu dans tous les messages de propagande de la République islamique d'Iran, à de très nombreuses reprises, des mots qui pouvaient indiquer que les Iraniens étaient sûrs que finalement, ce seraient eux qui sortiraient vainqueurs, ce qui implique la défaite de l'adversaire, vainqueurs de ce face-à-face
fasse, d'abord parce qu'ils sont chez eux, parce que c'est leur bon droit, et pour plein d'autres raisons qu'on ne peut entendre. Mais en tout cas, effectivement, c'est la première fois. Mais est-ce qu'ils y croient eux-mêmes? Je ne sais pas. En tout cas, les deux parties semblent pressées, évidemment, de vaincre la partie adverse, sans vouloir mettre les moyens, parce qu'ils n'ont pas envie, apparemment, de s'affronter militairement. Et pour marquer la fête du travail en Iran, oui, parce que le 1er mai, aujourd'hui, c'était également fêté en Iran, et bien, le même Mojtaba Khamenei a envoyé un nouveau message dans lequel il a déclaré, je cite, que l'Iran, la République islamique d'Iran, a prouvé ses progrès et son excellence dans une bataille militaire contre ses ennemis, Renaud Girard, mais a ajouté le nouveau guide suprême, il doit les vaincre sur le plan du djihad économique et culturel. Oui, alors parce qu'il y a toujours effectivement une partie de rodomontade dans les déclarations iraniennes, ça fait partie du style oriental et du style du régime. Non mais là on a deux messages hier et aujourd'hui. Là il y a un deuxième message, oui. Alors, il y a un deuxième message, c'est qu'effectivement il constate que militairement évidemment l'Iran n'a aucun moyen de battre les États-Unis d'Amérique. Ils ont abattu un avion, ils n'ont pas coulé un seul navire de l'US Navy, et donc militairement, si vous voulez, il n'y a absolument pas photo entre l'Iran et l'Amérique, dans une guerre asymétrique où les Américains ne s'engagent pas sur le terrain, au sol, et donc où il n'y a pas de mort possible américaine. Donc là, mais alors là, si effectivement il constate ça, il fait preuve de plus de réalisme, c'est-à-dire que donc il faudra en fait, le djihad culturel, c'est faire reconnaître que l'Amérique était l'agresseur et que c'est l'Iran qui avait eu raison, etc., etc. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est prêt en fait donc à arrêter cette guerre et à donner une vraie injonction aux négociateurs pour essayer de trouver un deal avec les Américains, deal que Trump, à mon avis, réclame sincèrement, c'est très important. Non mais sincèrement, ça fait 2 fois que vous parlez de sincérité ce soir en parlant sur de Donald Trump. Oui. Je pense qu'il est sincère, je pense qu'il veut un vrai deal, il veut un vrai accord de paix. C'est d'ailleurs Donald Trump sa marque de fabrique, hein. C'est sa marque de fabrique, il aime ça. Oui, il aime les deals, bon ça on sait. Voilà. Mais il faut quand même que ça soit un deal en sa faveur. Alors il faut effectivement que facialement ça paraisse mieux, parce qu'il a déjà dit que c'était sur le nucléaire, il ne s'occupe pas d'autre chose. Sur le nucléaire, justement, sur le nucléaire, on en est encore loin. Hein. Voilà, on en est encore loin. Facialement, que ce soit mieux que l'accord du 14 juillet 2015 que Obama avait négocié et qu'il a déchiré. Il faut que, parce que sinon, ça sera très difficile pour lui de vendre cette victoire aux États-Unis d'Amérique. Oui. Heureusement que Renaud a parlé de sincérité concernant Trump, ça devenait consternant. J'étais de plus en plus d'accord avec Renaud Girard, donc j'étais assez accablé. Non, je crois que vous allez me dire que vous étiez de plus en plus d'accord avec le guide suprême. Pardon, je plaisante. Non, mais Vincent Crouzet, je voulais vous faire réagir sur une dernière partie du message du 1er mai du guide suprême, du nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei, puisque il termine son message en disant que les propriétaires des entreprises endommagées en Iran doivent éviter autant que possible les licenciements et les séparations de leurs employés. C'est déjà trop. Oui, parce qu'il y a un chômage massif en Iran, à la fois dans le domaine de l'énergie. Alors je sais pas à combien est le taux de chômage, mais c'est considérable. Avec on a 40% des Iraniens qui vivent sous le taux de pauvreté et une hyperinflation sur les produits de première nécessité de quelques 120%. Oui, donc c'est considérable. Il y a eu des licenciements massifs, d'abord à cause de la guerre et de l'activité qui est réduite à sa plus simple expression, et également parce qu'il y a eu des usines, comme l'indique le mot de Mojtaba Khamenei, qui ont été détruites, et donc par conséquent les salariés se trouvent licenciés ou à la porte ou sans salaire. Voilà, et je voulais juste compléter par quand on démultiplie de cette manière les images de propagande et les campagnes de propagande, et qu'en plus on avance des Wunderwaffen comme l'a fait Poutine pendant 4 ans sur le conflit en promettant un nouveau missile. Ça dénote quand même une très grande faiblesse, une très grande faiblesse juridique. En tout cas, le cessez-le-feu aura sans doute aussi servi à cela, puisque côté iranien, Téhéran a intensifié ses efforts pendant cette pause due à la trêve pour exhumer les missiles et autres munitions que le régime avait dissimulées sous terre ou même enfouies sous les décombres des frappes américano-israéliennes. On écoute ce qu'avait dit à ce propos Pete Hexes il y a quelques jours au mois d'avril.
N'oubliez pas que ce n'est pas un combat à armes égales. Et nous savons quels moyens militaires vous déplacez et où vous les acheminez. Pendant que vous déterrez, ce qui est exactement ce que vous faites, en vous débrouillant pour déblayer des installations bombardées et dévastées, nous ne faisons que nous renforcer. Vous déterrez vos lanceurs et vos missiles restants sans avoir la capacité de les remplacer. Vous n'avez pas d'industrie de défense, pas la capacité de reconstituer vos moyens offensifs ou défensifs. Vous n'avez pas ce que vous avez. Vous le savez et nous le savons. Vous pouvez déplacer des choses, mais vous ne pouvez pas réellement reconstruire. Vous pouvez déterrer pour l'instant, mais vous ne pouvez pas vous reconstituer. Mais nous le pouvons. Stéphane Goldin, donc visiblement, là, les propos sont assez forts, clairs et nets de la part du ministre de la Guerre de Donald Trump. Donc ils sont en train, les Américains savent très bien ce que sont en train de faire les Iraniens. Ils sont en train de déterrer. Pourquoi ? Pour être prêts lorsque Donald Trump décidera de reprendre les opérations militaires ? Oui, exactement. Je pense que c'est toute. On a bien vu. L'acheminement de nouvelles munitions sur le territoire israélien. Oui, on a vu ces images. On voit qu'il y a toujours cette préparation. On voit qu'il y a des forces armées américaines qui continuent d'affluer vers le Golfe. On voit aussi qu'il y a dans le fond une guerre psychologique, une guerre des messages qui est faite avec les Iraniens, et les Américains aussi. Dans le fond, on a l'impression que et les Iraniens et les Américains sont aussi en campagne, parce que quand on entend le message iranien, dans le fond, ils veulent aussi récupérer une partie de leur population pour essayer, dans le fond, de la capter. Parce que c'est vrai, n'oublions pas une chose, qu'il y a une grande majorité de la population iranienne qui n'est pas descendue dans la rue. C'est vrai qu'il ne pas oublier évidemment les 42 000 victimes qui se sont battus, mais au-delà de ça, il y a une forte population, c'est 90 millions d'habitants l'Iran, et la mobilisation n'a pas été jusqu'au bout en Iran, et dans le fond tout a été fait pour que justement cette population puisse se soulever. Et donc il y a cette campagne du côté américain, il y a cette campagne du côté iranien, et derrière tout ça, il y a évidemment la peur pour les Iraniens qu'il y ait une nouvelle confrontation sur le territoire iranien qui pourrait arriver dans les heures qui viennent, qui pourrait arriver demain, comme qui pourrait arriver dans un mois. Elle n'arrivera pas probablement pendant la Coupe du Monde de foot, mais ça c'est une parenthèse. Non, attendez, vous parlez de la Coupe du Monde de foot, donc ça c'est dans juin, mais il y a aussi, avant ça, il y a visite à Pékin de Donald Trump. Donc le délai se raccourcit, Stéphane Goldin. Le délai se raccourcit, et si les Iraniens parlent de victoire, la victoire pour les Iraniens, c'est qu'il n'y a pas eu d'intervention terrestre sur le sol américain iranien. Ça serait que dans le fond, le blocus actuellement leur permet de maintenir dans le fond une sorte de guerre d'usure, parce que c'est ça qu'ils cherchent, c'est gagner du temps, et depuis le premier jour de cette guerre, ils essayent de gagner du temps pour récupérer aussi et maintenir leur pouvoir sur le pays, sur l'Iran. Oui, justement, aujourd'hui, on parlait de guerre d'images. Nouvelle petite vidéo Lego de la part des Iraniens. On regarde, on écoute. Yeah. Listen close. This is not fear. This is a warning. Neil said, know your place, but pride don't vanish just because of your face. You can send ships, you can send planes, but you can't bomb on the out of our veins. Pressure rising, sanctions fall, still we standing, still standing tall. You call it power, we call it pain, but pain made fire, now fear changed lanes. From the streets to the skies, people still fight, not for war, but the way to stand right. You want silence, you want control, but some voices louder when the world gets cold. This ain't a threat, this is history loud. Empires come to discipline the crowd. You can shake the land, you can test the ground, but some roots too deep to ever. Amiral Koldefi, que vous inspire cette vidéo Lego? Je voyais votre air atterré pendant que nous regardions tous. Écoutez, il faut savoir tout commenter. C'est vrai que c'est intéressant quand même de voir comment elles sont construites. Vous voyez, il y a tous les éléments de la culture américaine qui passent, qui sont utilisés. Que l'Iran, c'est une diplomatie millénaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui s'adapte au temps moderne. Voilà. Oui, donc c'est pas mal fait, Vincent Crozet. Ah bon, vous connaissez. Je connais votre opinion sur
opinion la République islamique d'Iran et sur ces vidéos. Sur cette propagande. Oui, en matière de propagande. Dans ce clip, il y a l'expression tête haute. Et ben, le seul garçon qui a eu la tête haute en Iran, c'est ce jeune karatéka de 21 ans, Sassan Azadvar, qui a été pendu hier. Voilà, j'allais dire un gamin, un jeune qui avait simplement donc commis la faute de manifester en janvier dernier. Oui, Sophia. Et la tête haute, c'est ces jeunes également qui, avant d'être pendus, s'étaient rassemblés et qui chantaient avant qu'ils ne soient montés sur l'échafaud. Oui, oui. Ce qui est mais vous faites bien de souligner ces agissements de la République islamique d'Iran qui sont constants, qui ne s'arrêtent pas ni pendant la guerre ni pendant la paix. S'il faut, il a beau ce régime faire appel aux codes occidentaux et nous montrer ce phénix ils l'ont volé aux Libanais, c'est le symbole de la renaissance du Liban déjà. Ils ne peuvent pas tout voler, mais bon, petite parenthèse, ils ont beau faire appel aux codes de la culture occidentale et du monde libre, qu'ils exècrent d'ailleurs, même si il a aussi... Mais ils veulent montrer qu'ils en connaissent les codes. Ils veulent montrer qu'ils en connaissent les codes, cela dit, et ce qu'ils ne disent pas dans cette vidéo de propagande, c'est que eux meurent de peur, non pas des Américains, mais de leur propre peuple, parce que le Conseil suprême de la sécurité iranienne s'est réuni il y a à peu près 48 heures pour faire face à d'éventuelles manifestations si elles venaient à reprendre à Téhéran et dans les autres villes iraniennes. Donc ce qu'ils craignent énormément, c'est que les Iraniens redescendent dans la rue pour manifester et demander la chute de ce régime. Surtout si le blocus fonctionne et que la nourriture cesse d'arriver, puisque l'Iran importe la majeure partie de sa nourriture. Et donc si effectivement la nourriture n'arrive plus, et l'argent n'arrive plus non plus, puisque les Iraniens n'arrivent pas à vendre leur pétrole, ne peuvent pas l'exporter, et bien là vous pourrez avoir des vraies émeutes, des émeutes de la faim, et ça c'est très difficile à arrêter. À réprimer. Alors il y a eu aussi aujourd'hui sur cette place centrale de Téhéran une nouvelle fresque murale, parce que nous avons côté iranien les vidéos, mais également les fresques murales. Alors regardez-la bien, et on va essayer de la commenter. C'est apparemment le visage de Donald Trump, auquel a été agrafé le détroit d'Ormuz. C'est cela, c'est le détroit d'Ormuz sur la bouche de Donald Trump, Sophia. Oui, le symbole, c'est que le détroit d'Ormuz a fait taire Donald Trump. C'est ça que ça veut dire. Il le fait taire. Que ce que vous voyez, la bande bleue, c'est le détroit d'Ormuz, et il y a les marques de fil ou d'agrafe qui lui ferment la bouche. Donc, et donc cette arme nucléaire, telle qu'elle a été décrite par les Russes, cette arme nucléaire entre guillemets nucléaire des Iraniens, inattendue apparemment pour Bush, mais dont ils avaient théorisé l'emploi depuis très longtemps. Eh bien, ce détroit d'Ormuz, qui leur donne une force particulière de par leur simple géographie, eh bien, a fait taire Trump. Alors, Trump parle toujours, mais en tout cas, il est complètement face à cette stratégie iranienne, incapable de mettre terme positivement pour lui à cette confrontation. Bertrand Wilmer, puis Stéphane Goldin. Je crois qu'on est en train de continuer à faire une erreur qu'on fait depuis 2 mois, qui a sous-estimé la capacité de l'Iran. D'abord, l'Iran, c'est pas un État, c'est 31 États, avec 47, si ma mémoire est bonne, fabriques arsenaux où on peut faire des missiles balistiques. C'est ça qu'il faut retenir. Mais vous avez l'impression qu'on sous-estime. Il y a un certain nombre de hauts gradés, comme le dit Axios, qui ont fait une confidence à CBS sur le fait que le pourcentage de missiles encore disponibles, tout type confondu, par l'Iran est bien au-dessus de ce que disent les Américains, ce qui n'est pas étonnant, mais franchement bien au-dessus. Ils parlent de 60%. Bon, disons entre 40 et 60. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois qu'il faut parler de dissuasion conventionnelle. On parle beaucoup de dissuasion nucléaire, on associe dissuasion à nucléaire. Or là, ce qui se passe avec l'Iran, c'est une dissuasion, mais conventionnelle. Alors c'est quoi le côté dissuasif de l'Iran ? C'est qu'ils peuvent taper sur n'importe quel pays du Golfe. N'importe quel pays du Golfe qui sont des cibles, mais alors de choix. Absolument pas défendus. Il y a des raffineries partout. Enfin bref, ils peuvent taper. Donc, des raffineries, des bases militaires américaines. Ils peuvent taper exactement. Et c'est pratiquement pas défendu, si je puis dire. Bon, c'est la première fois. La première chose. La deuxième chose, c'est le détroit de El Bar El Manda qui verrouille la mer Rouge. Oui.
Et ça, c'est les Houthis qui le tiennent. Les Houthis, c'est un peu le Hezbollah yéménite, si je puis dire. Bon, donc ces deux éléments sont très dissuasifs. Et côté américain, ce qui est dissuasif, c'est ce que, selon la société Kepler, qui vous donne les éléments avec les oui, qui observe tous les mouvements dans le détroit d'Ormuz. Dans 2 ou 3 jours, les capacités de stockage de pétrole iranien seront full. Donc soit ils brûlent tout, soit ils ferment les puits. Dans tous les cas de figure, ils ne produiront plus. Ils ne produiront plus de pétrole dans les 2 à 3 jours. Stéphane Goldin. Simplement un petit mot sur le détroit d'Ormuz, mais aussi ce qui se passe au niveau du golfe d'Oman. Il y a eu une information qui est sortie aujourd'hui par le département d'État de la Défense, qui a dit clairement... Américain, donc. Américain, oui. Que les États-Unis ont été privés d'un revenu de 5 milliards de dollars simplement le mois dernier, suite justement à ce blocage. Par rapport à ce sont des revenus pétroliers qui ne sont pas arrivés aux États-Unis. D'accord. Donc c'est vrai que quand vous avez un Donald Trump qui, à chaque conférence de presse, a aussi ces personnes qui regardent les cours de la bourse derrière, c'est vrai qu'il y a énormément de questions qui se posent. Pour lui. La bourse pour lui aussi. Bien sûr. Ouais. Parallèlement, il faut regarder aussi ce qu'a dit et ce que disent le régime des mollahs. Il rappelle au djihad. Il rappelle concrètement au djihad. Et ce djihad qu'ils veulent mener... Il appelle au djihad. Ils ne veulent pas le mener simplement dans les pays autour de l'Iran. Oui. Ils veulent l'étendre, encore une fois, au monde occidental. Donc on revient encore à ce discours de confrontation idéologique qui se passe entre, d'un côté, l'Occident avec un grand O, et, je dirais, une vision chiite iranienne, parce que ce n'est plus l'ensemble des pays chiites. Propre à l'Iran, oui. Propre à l'Iran, face à cette complexité. Et il y a évidemment ce jeu des mots, ce jeu de la victoire, derrière tout ça, en voulant, encore une fois, mettre le chiisme iranien au centre de la volonté de vouloir modifier le monde. Il est là aussi le sujet, et c'est là où Israël aussi a un problème par rapport à ça. Nous avons évoqué à l'instant le fait que le guide suprême iranien avait, dans un enregistrement, fait passer ce mot de défaite honteuse par rapport aux Américains. Mais le chancelier allemand, Friedrich Merz, qui était en visite dans une école il y a quelques jours, a posé une question qui a rendu furieux Donald Trump, qui est la question éventuelle de la République islamique qui peut-être humilie les États-Unis. On écoute le chancelier. Les Américains n'ont manifestement aucune stratégie. Et le problème avec ce genre de conflit, c'est qu'il ne suffit pas d'y entrer. Il faut aussi en sortir. Je ne vois pas quelle sortie stratégique les Américains envisagent. D'autant plus que les Iraniens négocient manifestement avec beaucoup d'habileté. Ou plutôt, ne négocient pas. Et laissent les Américains se rendre à Islamabad pour repartir sans aucun résultat. Une nation entière est humiliée par les dirigeants de l'État iranien, en particulier par ces soi-disant gardiens de la révolution. Ces propos du chancelier allemand ont évidemment été très mal reçus par Donald Trump, qui a réagi hier soir. Et puis il y a l'Allemagne. Je veux dire, il fait un travail terrible. Il a des problèmes d'immigration, il a des problèmes énergétiques, il a des problèmes de toutes sortes. Et il a un gros problème avec l'Ukraine parce qu'ils sont dans ce pétrin. Et il m'a critiqué pour avoir géré toute cette affaire avec l'Iran. Mais je lui ai dit, aimeriez-vous que l'Iran dispose d'une arme nucléaire ? Il a répondu, non, je ne le voudrais pas. J'ai dit, eh bien alors je suppose que j'ai raison. Et il n'avait pas de réponse à cela. En fin de compte, c'est pour le bien de ce monde, de notre pays, mais certainement aussi pour Israël, le Moyen-Orient et l'Europe, qui sont beaucoup plus proches. Vincent Crozet sur cet échange entre les deux dirigeants occidentaux. Merz, qui est le petit nouveau dans la cour d'école, s'est fait bisuter aujourd'hui puisqu'il a pris 25% de tarifs sur les exportations européennes d'automobiles et ce sont les Allemands qui sont les premiers frappés par cette mesure. Donc c'est une mesure punitive suite à ces directement suite à ces propos. Non mais là c'est clair, c'est du Trump tout craché. Mais ces propos étaient quand même assez étonnants, Renaud Girard. Oui, c'est très étonnant. On ne s'est jamais entendu de la part
la chancelier d'Allemagne fédérale. L'Allemagne a été refaite par les Américains en 1949, après la guerre. Donc il y a eu différents chanceliers, à commencer par Adenauer. Et je n'ai jamais entendu une critique aussi virulente pour un pays qui a des bases américaines chez lui. Pour un pays qui a refusé d'achever l'alliance franco-allemande parce qu'il voulait garder au-dessus d'elle l'alliance franco-américaine. C'est en 1963, au moment du traité de l'Élysée, germano-américaine, l'alliance. Et donc, je n'ai jamais entendu ça. Il dit que l'Amérique n'a pas de stratégie. Et donc ça, c'est effectivement une première. Nous dirigeons, Anne, je crois, assez rapidement, puisque vous avez aussi la position de l'Espagne, la position de l'Italie. Les Espagnols, les Italiens ont été aussi insultés par les Américains. Vous vous souvenez des propos de Trump sur le président de la République française. Nous assistons à une dérive actuellement, et peut-être à une rupture, à un divorce entre les deux piliers de l'Occident, qui depuis toujours était quand même les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Et l'Europe. Oui, parce que suite à ces propos, le lendemain, Donald Trump, on va y venir, a critiqué également l'Italie, l'Espagne. Bon, l'Espagne, il l'avait critiqué beaucoup, mais nous l'apprenons à l'instant. De hauts responsables de la défense déclarent que le Pentagone décide de prévoit de décider de retirer, ça n'est évidemment pas encore officiel, environ 5000 soldats américains d'Allemagne. Je rappelle que le nombre de soldats actuels en Allemagne est de 36 436, qu'en Italie il y en a 12 662 et en Espagne 3 814. Bertrand Villemer, est-ce que ce qui se passe effectivement, ce que Renaud Girard déplore, est en train de modifier potentiellement la donne entre les Américains et leur présence américaine en Europe? Je crois qu'on l'a vu en 66. Je crois que ça a franchement modifié la donne. Mais il est clair que... De Gaulle avait été, il faut le dire, prophétique. Il avait dit aux Américains, écoutez, moi je ne veux pas de soldats français dirigés par des généraux américains. Et là, oui, mais donc d'accord, mais aujourd'hui, est-ce que Donald Trump est capable, au-delà de ce qu'il exprime, d'en venir, non pas aux mains, mais aux faits, c'est-à-dire d'agir, d'enlever, de retirer? Est-ce que c'est véritablement possible? C'est tout à fait dans ses responsabilités, il peut tout à fait le faire, exactement comme ce qu'a fait De Gaulle en 1966, en fermant toutes les bases américaines. Et vous pensez que c'est possible? Bien sûr, c'est possible. Ça ne va pas se faire en 5 minutes. Hein. Oui, mais parce que moi, comment ça pourrait se faire? Moi, je connais un petit peu Rammstein. Pour ceux qui ont été à Rammstein. C'est gigantesque. C'est énorme. C'est une ville. Je ne sais pas combien. Il doit y avoir au moins 10 000. C'est la plus grande base américaine en Europe. C'est peut-être même la plus grande base américaine tout court. Et Stuttgart, le commandement des forces américaines. Et donc, pour en venir à ce qui a été dit tout à l'heure sur l'absence de stratégie, vous allez me détester, mais moi je suis pas du tout. Je déteste personne. Comment vous pouvez dire une chose pareille? Si on s'arrête aux faits, et uniquement aux faits, et pas aux verbes, surtout en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que les États-Unis actuellement contrôlent le pétrole vénézuélien. Oui. 3e réserve mondiale. Actuellement, la 2e réserve mondiale, qui est l'Iran, est en train de bloquer sa production. Et troisièmement, quelle est la réserve après l'Arabie Saoudite qui est toujours utilisée? C'est les Américains. Donc sur les 4 pays qui sont capables de jouer sur le marché de l'énergie dans le monde, Trump en va en contrôler 3. Et dans sa lutte, et qui y a en face? La Chine. Donc alors soit c'est un gigantesque coup de peau, ce qui paraîtrait quand même un peu bizarre, soit les choses sont quand même assez bien montées. Donc je pense qu'il y a un enfumage général avec des communications tout azimut où on mélange tout, mais peut-être que dans le fond, il n'est pas à exclure qu'il y ait une vraie stratégie. Vous avez raison qu'il n'aurait pas été protégé de la population, comme il a dit au début, faire la paix dans un pays où il y a eu des centaines de milliers de morts aussi, qui s'appelle le Soudan. Le Soudan n'a pas de pétrole. C'est sûr que la politique étrangère de Trump a une très forte odeur de pétrole. Et c'est sûr aussi que ça va lui permettre d'arriver avec un vrai atout dans ses négociations avec Xi Jinping mi-mai.
puisqu'il contrôle effectivement, puisque vous savez que la Chine apporte beaucoup de pétrole, non seulement de l'Iran, mais aussi de l'Arabie Saoudite. Ça passe par le détroit d'Ormuz, et du Venezuela. Et donc, il veut contrôler, mais les Chinois ont un moyen de représailles contre les Américains, puisque eux, ils tiennent les terres rares qui sont indispensables pour l'industrie du numérique. Lors du premier mandat de Donald Trump, Stéphane Goldin, justement, le président américain s'était prononcé en faveur de ce retrait américain. Joe Biden était revenu sur cette décision, mais on peut se demander si cette mesure, dont Bertrand Wilmer nous dit qu'elle pourrait être évidemment facile à exécuter, correspond aux objectifs nouveaux de la stratégie de sécurité nationale américaine. Écoutez, il y a plusieurs. Vous avez 6 heures. Il y a. Il sait faire. Ne nous embrouillez pas, Stéphane Goldin. Il y a plusieurs paramètres. D'abord, il y a tout le débat actuellement sur NATO, sur l'OTAN, qui est lié évidemment à cette position de Trump de vouloir commencer à dire aux Européens, vous allez vous débrouiller tout seul. Premièrement. Deuxièmement, il y a aussi des liens très forts entre Trump et Poutine. Ils se parlent régulièrement sur le dos de la question ukrainienne, je dirais même à l'envers de ce que nous pourrions imaginer. Et donc il y a toute cette question de reconstruction, de restructuration géostratégique et géopolitique, pas simplement au Moyen-Orient, mais au niveau aussi européen. Parce que derrière tout ça, et vous l'avez dit, il y a la question de la confrontation entre les USA et la Chine, parce qu'il est là le vecteur. Tout ce qui se passe, c'est d'un côté les Chinois et d'un autre côté les Américains. Et au milieu, il y a des pions, dont le Moyen-Orient, dont le Proche-Orient, dont l'Ukraine, et avec un autre acteur qui s'appelle Vladimir Poutine, qui joue aussi un jeu d'un côté aidant les Iraniens, et d'un autre côté parlant avec Donald Trump. Et donc, concrètement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a... La Russie, on va en parler dans quelques minutes. On a du mal, dans le fond, à comprendre la stratégie de Trump, même si je reste persuadé qu'il en a une et qu'il sait où il va. Simplement, sa stratégie est tellement embrouillé que même, je dirais, ça pourrait même créer un bug au sein de ChatGPT d'ailleurs, tellement que plus personne ne comprend exactement où il veut aller. Et alors... il y a le problème aussi quand même de l'arme nucléaire américaine qui est, puisqu'il y a des bombes nucléaires américaines qui sont contrôlées par les Américains, mais qui peuvent être embarquées sur des appareils italiens ou allemands. Non, mais en théorie. Je sais pas comment on appelle ça techniquement. C'est le voilà. Donc juste. Comment vous dites, Bertrand Wilmer ? Juste de la camelote. Oui, c'est pour vendre. En fait, le plus grand marché militaire américain, c'est l'OTAN. Oui. Pratiquement. Pourquoi ? Parce qu'ils mettent en place l'obligation de l'interopérabilité des forces. Et donc, du coup, on est dépendant. Et du coup, ils disent, pour que tout le monde soit interopérable, achetez américain. Achetez F-35. On a l'exemple, de la Belgique qui s'est fait humilier de puissance 10 et qui commande des F-35. En sachant que c'est comme votre téléphone. S'il y a une mise à jour de votre téléphone, il ne marche plus. Le F-35, c'est pareil. Si on met à jour les systèmes, l'appareil ne marche plus pendant qu'on met à jour. Ça ne va pas changer. Comment ? Cette dépendance vis-à-vis... C'est bien pour ça que la sortie de l'OTAN ne va pas être si simple. Voilà, il marche sur des œufs tout de même. Le prisme financier. Voilà, bien évidemment. C'est une dépendance volontaire de la part des Européens. Mais c'est pas la seule raison. Bon, écoutons d'abord, parce qu'il est un autre dirigeant européen qui ne laisse plus rien passer de ce que dit Trump à propos de l'Alliance Atlantique. Il s'agit d'une femme, il s'agit de Giorgia Meloni, l'italienne, qui répète fermement que l'OTAN doit rester unie. On va l'écouter tout de suite et on va écouter ensuite ce qu'a dit Donald Trump. Je pense que l'OTAN doit rester unie. Je pense que nous devons travailler à la renforcer et même renforcer le pilier européen de l'Alliance, ce que nous faisons évidemment, compte tenu de toutes les questions que vous connaissez en matière de défense. Ce pilier européen doit clairement être complémentaire du pilier américain. Et voici ce qu'a dit Donald Trump hier par rapport aux propos de Giorgia Meloni, alors qu'ils étaient plutôt sur la même longueur d'onde il n'y a pas si longtemps.
Vous avez évoqué la possibilité de retirer des troupes d'Allemagne. Envisageriez-vous la même chose pour l'Espagne et l'Italie ? Elles n'ont pas vraiment été coopératives. Oui, probablement. Je vais probablement le faire. Pourquoi je ne le ferai pas ? L'Italie ne nous a pas été d'une grande aide. Et l'Espagne a été horrible. Absolument horrible. C'est l'OTAN. Vous savez, ce n'est même pas une question de cela. C'est une chose s'ils l'avaient dit gentiment, ou s'ils avaient dit « D'accord, on va aider », mais l'aide est un peu plus lente. Donc ça, c'était Donald Trump hier, qui quand même à la question, quand on l'interroge sur un éventuel retrait des troupes américaines en Europe, dit probablement. Pourquoi ne le ferais-je pas en penchant la tête, ce qui, je vous le rappelle, est très dangereux. Ça veut dire qu'il y pense réellement. Et l'information que nous avons eue tout à l'heure, que nous vous avons donnée tout de suite, et sur le fait que le Pentagone prévoirait de retirer environ 5000 soldats d'Allemagne. Bertrand Wilmer. Donc là, on a écouté du côté de Merz et du côté de Giorgia Meloni. Vous aviez quelque chose à dire sur Giorgia Meloni ? Général de Gaulle disait, un jour, les Américains quitteront le vieux continent. Oui. Vous pensez qu'on y est ? On s'en approche. Il ne peut pas quitter le vieux continent, comme vous dites. D'abord, c'est pas si aisé. Sans l'accord du Congrès, premièrement, et deuxièmement. Oui, non mais en tout cas dans la théorie. Et deuxièmement, est-ce que, et moi je vous pose une question, est-ce que il peut se passer, est-ce que les États-Unis peuvent se passer de leur base à Ramstein où il y a 36 000 hommes, en Espagne, ailleurs, pour aller par exemple frapper en Iran ou s'engager dans d'autres opérations militaires qui sont très loin du territoire américain. Est-ce que oui ou non il peut s'en passer ? Oui, ils peuvent se passer de leur base. Et alors ils se baseraient où ? Il faut qu'ils aient des accords bilatéraux, comme c'est le cas actuellement. Ils peuvent être en dehors de l'OTAN, avoir des accords bilatéraux avec l'Angleterre, par exemple, ou avec l'Allemagne, ou avec la France, avec l'Italie. Et utiliser les bases françaises, les bases italiennes ou les bases anglaises. C'est tout à fait possible. Mais effectivement, s'ils peuvent pas utiliser aucune base en Europe, ce sera plus compliqué. Mais ils ont 150 avions ravitailleurs. Avec 150 avions ravitailleurs, ils peuvent projeter des flottes énormes à l'autre bout du monde. D'ailleurs, ils l'ont montré, avec les 15 P2 qu'ils ont. La réalité, c'est que l'Amérique est dominée, c'est ce que disait le général Eisenhower déjà dans son testament, qui était président des États-Unis juste avant Kennedy, par le complexe militaro-industriel. Et le complexe militaro-industriel a besoin, les États-Unis, il a besoin d'un marché. Ça, c'est l'économie de l'industrie de la défense et le marché, comme vous l'avez dit, le marché européen est considérable. Les 100 milliards de dollars que les Allemands ont décidé de consacrer à la défense, ils vont aller aux industries américaines, pas du tout aux industries européennes.